Pourquoi j'ai pas de son? Tu chantes de façon si harmonieuse, on dirait un Disney. Qu'est-ce que c'est ce machin? C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? Mais dis-tu nos conneries? Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer? Vulgaire? Je trouve ça vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe à commencer par Juan. Hello. Comment ça va? Ça va plutôt bien. Ah, cool, la pêche. Oui. Et toi? il était... Bah écoute, très bien. Je crois que c'est la première fois que je te demande si tu vas bien. Ah, ça me fait plaisir. Bah écoute, il n'aura fallu que 34 épisodes, 35, 36. Un truc comme ça. Voilà, mais ça va très bien. Je reviens de quelques jours de vacances où je suis détendu, très heureux. Donc ça va très bien. Nous avons aussi Hicham. Salam. Comment ça va? Ça va et toi? Ah bah ça va. Aïd Moubarak. Merci, bon, oui, c'est c'est l'Aïd aujourd'hui. Exactement. Joyeux Aïd à tout le monde qui le fête. Et Camille. Salut. Ça va? Bah ça va très bien et toi? Très bien, merci. Parce que j'étais en vacances, tu sais. Extrêmement bonne mine. Merci, n'est-ce pas? Petit Ouais. bronzage, teint allé. Mais déjà d'habitude, t'as une mine sublime. Et les cernes de vacances me vont tellement mieux que les cernes de travail. Mais tu n'as aucune cerne. C'est fou. Non, impressionnant. Les cernes glissent Du sur ton maquillage. visage. Bon voilà, trêve de... J'avais déjà marre. De Galilade. Allons-y. Et nous avons avec nous une invitée pour cet épisode qui est Victoire Tuaillon. Comment vas-tu? Super, merci. Très très content de te recevoir, ça me fait très plaisir. Moi, je suis hyper contente d'être là. Merci beaucoup de m'avoir invité. Cool, trop bien. Je vais vous parler des chèvres. Oh, j'adore. Et plus précisément, une expérience que tu as vécue. Tout à fait, puisque j'ai eu l'honneur et la chance et le plaisir d'élever des chèvres, un troupeau de 120 chèvres en Andalousie. Ça en fait des chèvres. Parfait. Donc voilà, je me suis dit, pour toutes les personnes qui ont dit, j'en ai marre, je plaque tout, je vais aller élever des chèvres. En Andalousie, il y a des gens qui l'ont fait et Voilà. je Pour de l'ai vrai. fait. Voilà. On en a une, Là, ça on y a est. de la bonne source. YOLO. Et sinon, mis à part élever des chèvres, tu fais également d'autres choses. Alors, en plus, j'élève plus de chèvres. En réalité, je n'ai plus touché une chèvre depuis Oui, parce que ça 5 ans maintenant. interdit en Mais plus. ça, voilà. Mais maintenant, je m'occupe des hommes et c'est à peu près. Non, c'est pas vrai. Je m'occupe. Maintenant, mon sujet, c'est les hommes et les masculinités et la virilité. Et donc, je produis un podcast sur Binge Audio qui s'appelle Les couilles sur la table. Oui. Et on vous le recommande. Décortique avec un ou une spécialiste un sujet lié aux virilités et aux masculinités. Cool, top. Bah ouais, on vous le recommande vraiment. C'est très enrichissant. Ça traite de sujets que vous ne trouverez absolument pas du tout dans les télés et radios. Parce que Ni dans les magazines. ouais, oui, surtout pas dans les magazines. Mais non, c'est très très enrichissant. Donc voilà, on vous le conseille. C'est très On cool. saurait assez vous le conseiller. Merci. Et il me semble que tu as en plus quelques surprises qui pourraient arriver. Tout à fait, parce que j'ai aussi présenté un podcast sur le sport qui s'appelle Du Sport et un podcast sur l'université qui s'appelle La Bonne Graine. Et là, pour la rentrée, on a d'autres projets avec Binge Audio. On va produire plein d'autres podcasts. Bah, Ça n'arrête jamais. On a hâte de voir ça. Oui, quelques petites news, mais qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? On avait lancé un souhait, un rêve, que dis-je, de passer les 100 notes 5 étoiles sur iTunes pour mon anniversaire. Avec à peine quelques jours, on les a gentiment dépassés, donc on vous remercie, on vous embrasse 1000 fois. Oui, merci. Ça nous a fait extrêmement plaisir. Pour les propositions de vulgarisateurs et vulgarisatrices, écoutez, votre appel a pas trop mal marché parce qu'on a reçu des contacts déjà, donc c'est une bonne chose. Et puis sinon, écoutez, on est toujours très content d'avoir vos petits likes, vos petits pouces. Absolument. Et on va passer au filage. Oui. Oui. Au filage, que raconte-t-on aujourd'hui? On va commencer pour changer par Camille. Oui. De quoi tu veux nous parler? Alors moi aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une femme qui Très est bien. originaire de ma région d'origine, à savoir la Lorraine. Putain. Et oui, je suis Lorraine, je suis née Tu à viens de Nancy. briser le rêve de Ouais. tellement d'auditeurs et Je auditrices. là. suis née à Nancy. Plein d'auditeurs qui ont déchiré leur podcast. confrontés, Et donc j'aimerais vous parler de Jeanne d'Arc. Voilà, tout simplement. Très Un bien. sujet très peu controversé. Wow. Oui, Super. faisons comme ça. Voilà, on verra ce que ça va donner. Oui, ça, vous connaissez tous la fin, mais voilà. Oui, oui, c'est comme si on fait un truc sur la Bible. Bon, ça a été spoilé depuis Ouais. longtemps, quoi. C'est vrai. On est d'accord. Ensuite, c'est Après, Victoire. Exactement. Ouais. Oui, Qui, alors. on sait déjà finalement de quoi tu veux nous parler. Oui, moi je vais vous parler des chèvres. Et on va adorer ça très certainement. Peut-être, enfin j'espère. Mais oui, ça va être très bien. Et d'ailleurs, un petit peu sur le même sujet, ensuite c'est Hicham. Un truc un peu plus costaud, je vais parler du pyjama. Ouais. Donc un vrai sujet quoi. Un sujet Voilà. Toi tu restes en mode vestimentaire. Dans quoi, dur. le- L'investigation. C'est ça.
Dans dur. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Voilà. Après, ça sera Juan, il me semble, Oui, moi je vais vous parler de Industrial Light and Magic. avec l'accent. Et Nice. c'est pas un jeu de cartes à collectionner. Non. Voilà. Ok. Très bien. Est-ce que tu peux dire vite fait ce que c'est? Non. Non. Ok. Non, oui, en fait, à la base, je voulais vous faire un sujet sur les effets spéciaux, mais c'est vraiment très très long. Du coup, j'ai essayé de raccourcir un peu le truc. Donc, plutôt que faire par période, je vais vous parler d'une compagnie, en fait, qui fait des effets spéciaux et dont vous avez tous vu le travail. Une entreprise. Voilà. D'accord. Ok. Et ben pour ma part, on je finira par toi. Exactement, je vais clore cet épisode avec un sujet mi-médical, mi-calinou sur le gate control, qui est une des théories de la douleur. Donc voilà, je vous en parlerai plus en détail. Ok. D'où le côté Kalinou. Oui, vous verrez la conclusion. Voilà. C'est que de l'amour, c'est Cool. Évidemment. Et sur ce, ne commencerait-on pas par le sujet de Camille? Eh ben, on s'y met alors. Allez. Parfait. J'adore ce jingle. Je me suis dépassé sur 3 jingles là, je suis au top là. Très très bien. Bon, par contre, tu feras gaffe aux chevilles, mais il était très très bien. Donc, J'annonce. j'ai prévu de vous parler effectivement de Jeanne d'Arc. Donc, pour comprendre Jeanne d'Arc et son histoire qui au final a été extrêmement courte, ça je vous le rappellerai, mais voilà, Ah bon ça. Oui, Ouais, comme Jeanne un feu de d'Arc, paille. Hein. Elle avait pas fait Oh la là là. guerre de 100 ans. Excellent. On a le droit à 3 blagues sur le feu, tu viens déjà d'en faire une. Vas-y, à toi. Il faut déjà que je vous parle un petit peu du contexte où Jeanne a vécu. Donc Jeanne, effectivement, elle a été un des acteurs de la guerre de 100 ans. Est-ce que vous sauriez me dire Tu dirais à Moyen-Âge. peu près? Oui, Moyen-Âge. Voilà. Mais je te rappelle que le Moyen-Âge a duré pendant... Jeanne Mais d'Arc, qu'est-ce que c'est- 1000 ans sur l'échelle de l'humanité? Alors, petite estimation, je dirais entre le 13e et le 15e. Bien. C'est bien? C'est le Et 15e. 14. C'est le 15e, tout court. C'est déjà ça. Donc voilà. Mais oui, c'est très très bien. Donc on est effectivement à l'époque où Jeanne d'Arc naît en pleine guerre de 100 ans. Et la guerre de 100 ans, c'est un conflit qui oppose depuis plus de 60 ans la France à l'Angleterre. Je ne vous expliquerai pas pourquoi, on n'a absolument pas le temps. Mais les Français et les Anglais ne s'entendent pas bien du tout. Et la guerre de 100 ans, c'est une guerre qui dure en réalité un petit peu plus de 100 ans. Et c'est une guerre, si vous voulez, qui s'est faite par phase. C'est-à-dire que ça n'a pas été une guerre continue. Ça a été une succession de batailles, de trêves, de batailles, de trêves. Donc il y a des gens qui vont connaître une période de paix pendant une dizaine d'années. Et ensuite, pouf, ça repart pour une période de conflit. Donc à cette époque-là, à l'époque où Jeanne va naître et va grandir, le roi de France, il s'appelle Charles VI. Donc c'est pas le roi de France le plus connu Je qu'on ait eu. confirme. Voilà. Et Charles VI, il a un petit souci dans sa vie, c'est qu'il est fou depuis 1392. Voilà, c'est-à-dire qu'il a des crises de folie par phase. Le problème, c'est que à partir des années 1400, ces phases, elles sont de plus en plus rapprochées, et donc au bout d'un moment, il n'est plus capable de gouverner la France de façon fiable, surtout en période de guerre. Voilà. Donc c'est son conseil qui va prendre le pouvoir sur la France. Donc son conseil, il est composé des pairs de France, de personnes qui sont extrêmement puissantes, de grands seigneurs ou de membres de la famille royale. Et on a 2 personnes en particulier dans ce conseil qui vont prendre chacun une partie du conseil, enfin ils vont se mettre à la tête d'une partie du conseil et ils vont rentrer en opposition et en conflit, comme ça arrive souvent dans les périodes de régence. Et donc il s'agit de Louis d'Orléans, qui est le frère du roi, et de Philippe, c'est quel numéro? Philippe III. Philippe III de Bourgogne, qui était à la tête quand même d'une seigneurie qui était très très puissante, qui était la seigneurie de Bourgogne, qui incluait entre autres la Franche-Comté, et qui était voilà, archi badass. Donc ils vont se faire la guerre, ils vont pas être très très copains, et la situation va devenir encore plus conflictuelle quand notre Philippe de Bourgogne va mourir et que son fils Jean sans peur va monter sur le trône de Bourgogne, étant donné que Jean sans peur, il se dit oui, moi les conflits qui opposaient mon père à Louis d'Orléans, je m'en fous un peu, donc je vais simplifier l'affaire. Pouf, il fait assassiner Louis d'Orléans. Simple. Tranquille. Bah voilà. Easy. Donc ça s'est passé à Paris, impasse des Arbalétriers dans le Marais. C'est une impasse qui existe encore et qui est très mardi mignonne pluvieux. parce que non, mais il y a encore les maisons, vous savez, à Colombage. En fait, Oui, c'est un petit cul-de-sac. Ouais. Et donc elle est jolie à voir si vous passez pas très loin de la passe des Vosges. C'est une petite impasse pas très connue qui est très mignonne. Donc Louis d'Orléans se fait assassiner en 1407. Il y a une guerre civile du coup qui va débuter en France, qui va opposer les Bourguignons, le parti de Jean sans peur, aux Orléans, qu'on va appeler plus tard les Armagnacs. Ce qui fait qu'en France, c'est un véritable bordel, étant donné qu'on a
une guerre contre les Anglais et en même temps une guerre civile qui est extrêmement meurtrière. Donc le roi d'Angleterre, qui à l'époque est Henri V, se dit génial, il y a un énorme sbeul en France. Je vais aller leur pourrir la gueule. Si j'en profitais pour mettre un terme à la trêve qu'il y a en ce moment entre la France et l'Angleterre. J'aurais fait pareil. Exactement, c'est bien un fourbe d'anglais, comme j'ai l'habitude de dire, n'est-il pas? Ça, la ruse. Donc Henri V monte une armée, débarque en Normandie et commence à prendre possession des terres qui sont au nord du royaume de France. Et ça va conduire la France à la défaite d'Azincourt, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est la plus grande défaite de l'histoire de France. En 1415, en 1415, on pourrait même parler, je pense, de la branlée d'Azincourt. Ça a été, non mais. Une terme Voilà. technique, imagine. C'est un terme absolument technique. En stratégie guerrière, on appelle ça les branlées. Il me semble. Voilà. Et donc l'Angleterre prend possession de tout le nord du royaume de France. En 1419, on a le fils de Charles VI, le roi fou, je vous le rappelle, qui est du coup dauphin, qui est l'héritier de la couronne de France, qui se dit, bon, faudrait peut-être que je fasse la paix un peu avec les Bourguignons, qu'on essaye de s'allier contre les Anglais, et donc il donne rendez-vous à Jean sans peur, donc il faut vous imaginer sur un pont, dans la brume. Voilà, un petit rendez-vous comme ça, secret. Et pouf, Jean sans peur est assassiné. Allez. Ça, c'est pas bien. Non, Ah, ça bah se non. fait... non, ça se L'histoire fait la plus pas. courte du monde. On est d'accord, ça se fait pas. Non. Attends, mais alors qu'il devait s'allier? Oui, mais il a probablement décidé de... Ouais, Plus s'allier. Voilà. Donc, on a le fils de Jean sans peur, ils se reproduisent beaucoup chez les Orléans, chez les Bourguignons, pardon. On a le fils de Jean sans peur qui se dit ah bah nique sa race, mon père vient de se faire assassiner. Oui, il a dit ça. Oui, Il est hors de question que je m'allie à la France, et donc il décide de s'allier de façon définitive aux Anglais. Bien. Donc ça Un sent bon traître. très 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 mauvais pour la couronne de France. Donc, faut vous dire que la Bourgogne et l'Angleterre sont, en termes d'armée, supérieurs aux petites armées du roi fou. Le roi fou, en plus, il a vraiment plus de crédit sur ses armées. Et donc, ils arrivent à nous soumettre un traité qui s'appelle le traité de Troyes, parce qu'il a été signé dans la cathédrale de Troyes. Et dans ce traité, on nous indique que le roi de France, qui est totalement zinzin du coup, Charles VI, reconnaît comme héritier le roi d'Angleterre, Henri V, étant donné que son fils non seulement a fait assassiner Jean sans peur, et en plus serait un bâtard. Ah ouais, donc là, il a fait le pire move de l'histoire, en fait. Enfin... Bah absolument, il a déshérité son fils pour hériter pour faire Non, mais c'est le fils qui a fait le pire move de l'histoire, parce qu'il pensait réussir à l'assassiner et faire front, et en fait, il s'est fait déshériter. Ouais, et... mais c'était pas un type absolument génial, en tout cas au début de sa vie. Le dauphin Charles, vous allez voir, c'était pas. Bah, on dirait, ouais. Voilà, c'était pas un génie de la politique et de la diplomatie. Plutôt nul. On est d'accord. Donc en 1422, les deux rois meurent la même année. Henri V et Charles VI. J'ai l'impression que c'est comme Biggie et Tupac, quoi. Ah, il y en a un qui meurt, l'autre aussi, putain. Donc il meurt à quelques mois d'écart. Et donc, comme le dit le traité de Troyes, c'est le fils d'Henri V qui devient roi de France et d'Angleterre. Et donc, ce nouveau roi, il s'appelle Henri VI, et c'est un petit garçon. Un enfant. Il est tout petit. Qui est pas du tout en âge de régner. Et non. Donc du coup, on va mettre en place une régence. Mais une régence, vous en doutez, qui s'occupe et de la France et de l'Angleterre. Ça commence à être un sacré foutoir, d'autant plus que les Bourguignons et les Français continuent à mener une guerre civile excessivement meurtrière, donc autant vous dire que c'est pas la folie dans les rues de Paris, quoi. Voilà, on n'était pas à l'époque de Paris-Plage, quoi. Voilà. Tentative, ok. Non, mais je sais pas, c'est pour vous dire qu'à Paris, c'était pas l'ambiance, quoi. Voilà. Exactement. Et enfin, en 1424, les Anglais ont pris tout le nord de la France, comme je vous l'ai dit. Ils ont réussi à occuper tous les territoires qui sont autour de Paris. Et l'objectif pour eux, c'est de descendre le plus bas possible. Donc, en fait, ils vont assiéger Orléans, qui est la dernière ville qui fait barrière face à la Loire. Et une fois qu'ils ont la Loire, bon, bah, ils ont tout ce qui est au sud. C'est open bar pour eux. Donc, les Anglais encercle Orléans. Donc à la période où Jeanne va avoir, parce que la base c'était quand même Jeanne d'Arc, je vous le rappelle. Ah oui, c'est vrai, c'est ça ton sujet. À l'époque où Jeanne va avoir ses révélations, l'Angleterre possède tout le nord de la France, donc Normandie et Hauts-de-France, et également tout l'Aquitaine, ça depuis très très longtemps. Les ducs de Bourgogne possèdent toute la Bourgogne et Paris. Et le roi de France, au final, il lui reste vaguement le Pays d'Oc, parce qu'il y a beaucoup de territoires qui appartiennent au pape, et en gros, Bourges, et toutes les villes qui sont autour, bon, il a plus grand chose. Le Pays d'Oc, c'est le sud. C'est le sud, exactement. Montpellier, tout ça. Okay. Voilà.
et un territoire également qui reste fidèle au roi de France, qui s'appelle le Barrois, et qui est l'ancêtre de la Lorraine, géographiquement en tout cas. Et c'est dans le Barrois que va naître notre petite Jeanne d'Arc. Donc Jeanne d'Arc, si vous deviez un petit peu me décrire sa condition sociale, vous me diriez quoi? Pas top. Paysanne. Bah, peut faire mieux. Elle a pas élevé des chèvres, justement, elle aussi. Moi, je dirais Cosette plus. Ben non, en fait, Jeanne, elle vient d'une famille certes agricole, la famille d'Arc, mais qui est pétée de thunes. Sérieux? Ah oui, Mais oui. c'était pas berger. Non, mais ça c'est la légende qu'on en a fait parce que c'était tellement classe de dire que c'était une petite bergère Ah bon innocente qui avait eu des apparitions dans son jardin. C'est comme le patron de McDo, il est restaurateur. Bon, il y a une histoire d'échelle. Mais non, Jeanne, c'est une petite fille qui a eu une éducation, qui sait lire, qui sait écrire. Ses parents, certes, ils sont agriculteurs, mais ils sont très riches. Et Jeanne, oui, elle emmenait de temps en temps les brebis gambader dans les champs, mais ça s'est fait de façon excessivement occasionnelle. Jeanne, elle était éduquée, de quoi? J'imagine les sources, Ouais. on l'a vu 2 fois, pas plus. Non, on a quand même pas mal de sources sur Jeanne d'Arc parce qu'elle a été très populaire de son vivant. Donc dès son vivant, en fait, il y a des gens qui vont commencer à témoigner, à raconter, à écrire sur elle, contrairement à certains personnages historiques où on en a parlé post-mortem. Jeanne d'Arc, c'est pas le cas, on a même des représentations d'elle de son vivant, ce qui est extrêmement rare pour le Moyen-Âge. Et donc notre Jeanne d'Arc, un jour, elle se promène dans le jardin de son père, tranquillement, donc elle vient de Domrémy, qui est aujourd'hui en Lorraine, et là, elle entend des voix qui lui parlent. Jeanne. Elle se dit, écoute, j'ai un truc. Et donc, il s'agit des voix de Saint-Michel, de Sainte-Catherine et de Sainte-Marguerite. Je connais aucun. Ah si, Saint-Michel, ouais. Moi, je les ai jamais rencontrés non plus, Ligne mais 4. voilà. Oui, Saint-Michel, ligne 4, Ouais. exactement. C'était la justice, non? Michel, moi, c'est le dragon, pour moi. Ok, Il a c'est le pourfendu pourfendeur de dragon. Ouais, il a pourfendu le dragon. Ok. Et ces 3 saints, en fait, vont lui dire, donc je crois qu'elle a 14 ans la première fois qu'elle entend ces voix, vont lui dire, écoute Jeanne, ce serait bien que tu prennes les armes, que tu ailles remettre le dauphin Charles sur le trône de France, et que tu boutes les Anglais hors de France. Et avant 16h, s'il te plaît. Ouais, ça se fait rapidement, s'il te plaît. Mm. Et elle se dit, bon, je pense que je suis un petit peu zinzin. Ah, première preuve de... Et elle ne va rien faire pendant quelques mois, voire quelques années. Et au bout de quelques années, ses voix se font de plus en plus insistantes. Elle se dit, bon, il faudrait peut-être que j'en parle à quelqu'un. Donc, elle décide d'aller voir un seigneur qui s'appelle Robert de Baudricourt, qui est le grand seigneur et le capitaine d'une cité voisine. Et elle lui parle de ses voix. Alors lui, au début, il la croit pas trop. Et en fait, elle est tellement insistante au fil des mois, elle ne lâche pas l'affaire, elle persiste, que lui va commencer à se poser des questions. Et puis, c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait une légende en Lorraine, une prophétie qui racontait qu'une jeune vierge viendrait sauver le royaume de France. Ouais, et puis les professions en Lorraine, ça va, on a donné la dernière fois. Et donc, du coup, il va finir par faire confiance à Jeanne. Et comme il connaît bien le dauphin Charles, il va lui obtenir une audience. Mhm. Et c'est le début de ce qu'on appelle l'épopée joannique, donc l'histoire de Jeanne d'Arc, qui va durer à peine quelques mois. Vous allez le voir, étant donné qu'elle va mourir peu de temps après. Donc, Jeanne rencontre le dauphin à Chinon. Donc à cette époque-là, la cour française, en tout cas ce qu'il en reste, vit à Chinon. Donc on est en 1429. Et Charles sait qu'il y a une nana un petit peu illuminée qui vient pour le rencontrer. Donc il se dit, bon bah, elle se prétend être l'envoyée de Dieu, je vais me planquer un peu dans la foule et je vais me déguiser en gueux. Et je vais habiller un de mes gueux comme moi. Et donc elle n'a jamais vu le dauphin, et lorsqu'elle arrive à l'assemblée, elle demande à vraiment parler au dauphin, et la personne qui est déguisée en Charles, elle va lui dire, non mais il est vraiment où le Charles? Donc le dauphin Charles, ça va un petit peu l'interloquer, étant donné qu'au final, elle va le reconnaître dans la foule. Et ils vont avoir une audience privée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne sait ce qu'ils se sont dit, mais tout le monde sait qu'ils ont eu une rencontre privée qui a duré plusieurs heures. Charles, il est un peu méfiant, hein. Faut reconnaître que si quelqu'un débarquait dans votre salon en vous disant, bon bah écoutez... J'ai entendu Saint-Michel, il m'a dit qu'il faut aller taper les Anglais. Exactement. Ils sont plus nombreux que nous, d'ailleurs. ça fait un peu bizarre. Donc, il va l'envoyer à Poitiers, où elle va être interrogée par un genre de conseil ecclésiastique pour savoir si elle est folle ou pas, pour essayer de comprendre un petit peu la véracité de ses propos. Et on va également l'examiner pour savoir si elle est, d'une part, si elle est bien une fille, parce qu'elle portait déjà l'habit d'homme. Donc, on peut se poser des questions. Ça peut bien foutre que ce soit bien une fille. Ça aurait été... Il y a son nez au Moyen-Âge, non, faire un effort. une dame, enfin un mec qui vient en disant coucou,
coucou, je suis une pucelle. Et tu vois ce que je veux dire? Oui, bah, une meuf qui vient, qui dit coucou, j'ai entendu Saint-Michel. Bon, bah. Non, mais voilà, on veut en tout cas vérifier que c'est bien une fille et qu'elle est bien vierge. Oh là là. Voilà, donc vous Sortez les imaginez... lampes torches. C'est un peu ça. Donc vous imaginez, enfin voilà, on a sélectionné une bande de bonnes sœurs, on leur a dit, bon bah tu vas aller regarder entre les jambes de la demoiselle pour voir si elle a toujours un hymen. Et donc elle a eu cet examen en public, et surprise, c'est bien une fille, et elle est bien vierge. Super. Et avec quel âge? Bah à l'époque, elle a 17 ans. Bon, vas-y, continue. Bien. Voilà. Donc, Nickel. le dauphin Charles commence à croire en elle et elle va faire 4 prédictions à la cour. Elle va dire que elle va faire sacrer le dauphin à Reims, qu'elle va en faire un roi, qu'elle va mettre un terme au siège d'Orléans. Le siège d'Orléans, ça commence à faire des mois et des mois, voire des années qu'il dure. Que Paris reviendra dans le domaine royal. Et que le duc d'Orléans, ça j'ai pas eu tout le temps de vous l'expliquer, reviendra de sa captivité en Angleterre. Bon, en gros, il y a un duc d'Orléans à qui il est arrivé des petites affaires. Voilà. Donc Charles, bon, il se dit allez, ça me coûte pas grand chose. À l'époque, il est fauché comme les blés, hein, Charles. Il arrive même pas à payer ses caleçons, mais et là, non, mais je blague pas en disant ça. Il arrive pas à payer ses couturiers. On a rien Mais dit. il va, non, mais si, parce que j'ai vu Elias qui a levé les yeux vers son plafond étoilé. Et Si elle est étoilée, s'il te plaît. et donc il va user un peu d'argent de sa cassette personnelle pour lui payer une petite armée. Et il va dire à Jeanne, écoute, voilà, je t'offre une petite armée, une petite armure, et hop, va voir ce que tu peux faire. Donc elle va... Ouais. J'ai une toute petite question depuis tout à l'heure. Elle avait 17 ans. Est-ce qu'elle a reçu un entraînement aux armes? Non. Et ils se sont dit, vas-y, banco, meuf. Oui. C'est la réponse la plus précise. Non, mais je veux dire, cette époque ça me surprendra fait toujours. 70 ans que les Anglais nous mettent très très cher. Je pense que Charles... On n'a pas tenté ça, pourquoi pas. Voilà, Charles, il est au bout de sa vie, il a plus grand chose à perdre. Enfin voilà, on l'appelle le petit roitelet de Bourges à l'époque parce que concrètement, il règne uniquement sur Bourges et Chinon, ce qui est quand même pas. Enfin, je n'ai rien contre les gens qui habitent Bourges ou Chinon, mais on est quand même pas voilà sur un luxe incroyable. C'est très joli, hein. Mais oui, Ouais. c'est très joli. C'est très. Mais Charles disait la même chose. Ouais. Ouh que c'est joli. Voilà. Et donc bref, elle part à la conquête d'Orléans avec sa petite armée. Alors au début, les soldats qui l'accompagnent, je vous avoue, sont pas spécialement convaincus, mais elle a énormément de charisme. Mais ça, c'est vraiment un truc de dingue. Elle va se faire respecter des soldats de façon extrêmement rapide. Elle va chasser toutes les prostituées qui avaient pour habitude de suivre les troupes armées, et elle va empêcher les soldats de jurer, de sombrer dans l'alcoolisme. Enfin, elle va mettre de l'ordre dans son armée, ce qui est très très étonnant pour l'époque. Et elle prend la tête des combats. Ils arrivent à Orléans, donc elle va charger à la tête de ses armées, mais comme une furie, justement de façon un petit peu désordonnée, parce que bah, c'est une nana qui a jamais manié une épée ou les armes, mais disons qu'elle est à fond, quoi. Elle y croit vraiment. Ça fait un zbeul, putain. Ah bah oui, là c'est incroyable. Elle galvanise ses soldats. Elle va se faire blesser, elle va se prendre une flèche au-dessus du sein. 2 heures plus tard, pouf, elle retourne au combat. Voilà, on lui enlève sa flèche et elle y retourne. Et elle va réussir à se faufiler secrètement dans Orléans. Et elle va haranguer la foule en disant écoutez, nous cette nuit, on attaque les Anglais. Vous de votre côté à l'intérieur, faites de votre mieux. Et en quelques jours, les Anglais finissent par lâcher l'affaire et fuient. Et Jeanne et sa toute petite troupe récupèrent Orléans. Donc là, forcément, elle devient l'héroïne d'Orléans. La nouvelle se répand en France. Et on se dit, bon, bah, la prophétie s'est réalisée, on a vraiment une vierge qui vient pour sauver la France. Et si vous voulez, à cette époque-là, les guerres, en fait, opposent des petites troupes armées, étant donné que c'est des guerres qui vont se diffuser sur plusieurs territoires. C'est des armées d'entre 500 et 1000 personnes, c'est des toutes petites armées. Donc, si vous voulez, le charisme d'une personne à la tête de l'armée est super important. Ouais, primordial. Mais oui, c'est vraiment le moral en fait de la troupe est très important. Et là, les Français qui vont se sentir invincibles en ayant cet envoyé de Dieu à leur tête, bah les Anglais se disent on est foutus quoi. Elle nous a mis une tollée à Orléans, elle peut nous mettre une tollée absolument partout. Elle est vraiment l'envoyé de Dieu. Et donc, bah l'armée anglaise, elle va commencer à flipper en fait, tout simplement, à partir de la défaite d'Orléans. Donc Jeanne d'Arc, elle se dit ok, deuxième étape, le sacre du roi. Allez, c'est parti, on va à Reims. Donc alors pour aller à Reims avec l'armée, ça a pas été un parcours de santé étant donné que puis tout le chemin était occupé par des troupes anglaises, donc à chaque fois il a fallu mener des combats, mais ils y arrivent et le dauphin Charles devient le roi de France Charles VII et il est sacré effectivement à Orléans et là il devient officiellement à Reims et il devient officiellement non, il est sacré à Reims. Ah. Ah, c'est Reims la ville où on sacre les rois de France.
Et il devient officiellement le roi de France. Et donc lui, à partir du moment où il a eu sa couronne, il se dit, bon, bah, cette Jeanne d'Arc, il s'en désintéresse un petit peu, il a eu ce qu'il voulait en quelque sorte, donc il va lui accorder moins de moyens, moins d'armée. Mais elle a un troisième objectif, c'est aller libérer Paris. Elle veut récupérer la capitale. Donc, elle insiste, et il finit par lui dire, tiens, écoute, je te file 150 bonheurs, 3 poneys, allez, va libérer Paris. Et elle part à l'assaut de Paris. Arrivée à Paris, elle manque cruellement d'hommes, de moyens. Elle va demander à Charles de lui envoyer des hommes. Charles ne le fera pas. Lui, il se dit, au final, les combats, les attaques, c'est pas trop mon kiff, je préférerais négocier avec les Orléans. Voilà. Bon, on a vu ce que ça avait donné quand il avait négocié avec Jean sans peur, mais il préférait négocier. Et donc, à Paris, elle va se prendre une déculottée incroyable. C'est un terrible échec. Elle n'arrive pas à libérer Paris. Donc, elle se rabat sur Compiègne. Et à Compiègne, elle est capturée devant les remparts de Compiègne. Elle est capturée, du coup, par les Bourguignons. Et les Bourguignons, je vous le rappelle, ils sont alliés aux Anglais. Donc là, on est en mai 1430, le 24 mai 1430. Les Bourguignons vont la revendre à prix d'or aux Anglais. Et les Anglais l'emmènent dans ce qui est la capitale anglaise du nord de la France, entre guillemets, à cette époque-là, Rouen. Et à Rouen, non, elle a déjà un procès qui va être extrêmement long. Alors, la personne qui va s'occuper de son procès, c'est Pierre Cochon, qui est l'évêque de Beauvais à cette époque-là. Je savais que ça te ferait sourire un soir de l'Aïd, Hicham. C'est pas l'abbé Cochon? Si, c'est l'abbé Cochon. Si, c'est monsieur l'abbé Cochon. Et donc on cherche des chefs d'inculpation, mais en fait, on n'en trouve pas nécessairement. C'est ce qu'elle a fait de mal. La loi martiale. À part avoir ridiculisé les Anglais, elle a pas fait. C'est la guerre. Elle a pas fait grand-chose de mal. Donc on finit par la traîner devant la justice parce qu'elle portait les habits d'homme, ce qui était interdit à cette époque-là. Et donc les petits bras, quoi. On la condamne au bûcher pour port d'habits d'homme. Eh ben. Et donc elle est toute jeune, elle a 19 ans à cette époque-là, elle vient de fêter ses 19 ans. Elle est morte de trouille. Le bûcher, c'est quand même pas un avenir qui est excessivement. C'est pas un avenir qui est excessivement confortable. Donc elle va jurer en fait et promettre qu'elle ne portera plus jamais l'habit d'homme. Et donc sa peine de bûcher devient une peine de prison. Ok. Sauf que les Anglais, eux, ils avaient vraiment envie de la faire cramer quand même. Bah ouais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui piquer ses vêtements de femme. Et donc on va les laisser nus dans sa cellule. Elle a probablement été, en tout cas les témoignages nous le disent, violentée, voire même violée dans sa cellule. Ouais. Et pour s'habiller, on va lui balancer uniquement des habits d'homme. Donc elle va finir par vêtir des habits d'homme. Et donc récidive. Elle est relapse, exactement. Et en France à cette époque, lorsqu'on est jugé relapse, on n'est plus sous la justice de l'Église, on passe ce qu'on appelle, on est rendu au bras séculier, et quand le bras séculier vous juge en tant que relapse, il y a une seule peine possible, c'est la peine de mort. Exactement. Relapse, il y a rien de pire. Avoir dit non, je vous le jure, je le referai plus, et le refaire derrière, il n'y a rien de pire à cette époque-là. Et donc là, elle est envoyée au bûcher. Donc elle va être brûlée à Rouen le 30 mai 1431. Et les Anglais, pour être sûr qu'il n'y ait pas de reliquats, etc., vont récupérer ses cendres, vont les disperser dans la Seine. Et c'est ainsi que se termine la courte épopée de Jeanne d'Arc, qui aura duré seulement un an et demi. Je vous rassure, elle est réhabilitée en 1456 par Charles VII. Donc, qui pendant le même siècle, quand même. Oui, et par le même roi, oui. Qui n'a jamais essayé de la sauver, qui n'a jamais essayé de la racheter aux Anglais, et qui en a eu strictement rien à faire que Jeanne d'Arc, qui était quand même la nana qui avait réussi à le faire sacrer à Reims, soit aux mains des Anglais. Et elle est canonisée assez tardivement, elle a été canonisée seulement en 1920. Je sais même pas qu'elle était canonisée. Elle est canonisée. Ah bah elle est sainte, c'est Sainte Jeanne d'Arc. Oui, c'est Sainte Jeanne. Bah ouais. Si, c'est Sainte Jeanne d'Arc. Et donc, Jeanne... Si, c'est le nom de plein d'écoles catholiques. Oui, ça c'est vrai. Le lycée Jeanne d'Arc, par exemple. Il n'y avait pas beaucoup en Arabie Saoudite. Non, c'est vrai. Et donc, certes. Jeanne, comme je vous l'ai dit, elle a pas vraiment influencé l'issue de la guerre de 100 ans. Elle a surtout été charismatique et elle a fait douter les Anglais. C'est ce qui a été son plus grand pouvoir. Ça faisait plus de 50 ans que les Anglais ne doutaient plus de leur capacité à être supérieure à l'armée française. Mais là, elle va les faire douter. Et à partir du moment où Jeanne d'Arc apparaît dans l'histoire de France, c'est le début de la débandade, entre guillemets, pour les Anglais. Jeanne, c'est un cas très célèbre. Nous, on imagine cette nana dans cette période un petit peu sombre pour la femme, en armure, etc. On se dit, waouh, quelle gonzesse. Mais elle n'a pas été un cas isolé. Il y a eu d'autres Jeanne d'Arc. Ouais. Sauf qu'elles n'ont pas entendu des voix.
Mais il y a eu d'autres femmes qui se sont dit, allez, je prends l'armure et je vais bouter les Anglais hors de France. Bon, elles ont quasiment toutes fini cramées, malheureusement. Mais oui, mais on a Jeanne d'Arc a rencontré par exemple une de ses nanas, et Jeanne d'Arc, c'est assez amusant, lui a dit, bon bah par contre t'es mariée, t'as des enfants, descends de ton cheval et remets tes jupons et va faire à manger. Voilà, ce qui est quand même assez hallucinant, mais il y a eu d'autres cas de femmes qui ont pris le pouvoir. Alors, ce qui est assez amusant, c'est aujourd'hui, c'est l'héritage de Jeanne d'Arc. Moulane. Non, en fait, je sais pas si je pense que vous l'avez déjà remarqué, mais les différents partis politiques en France se disputent totalement Jeanne d'Arc. Pas tous. Non, personne n'a remarqué. Plutôt. On nous la fout à toutes les sauces. Alors toi, tu penses au FN. Un peu, ouais. Alors, je te cache pas que. Jeanne d'Arc, De Gaulle va énormément se l'approprier. Pourquoi ? Parce que elle représente la résistance face à l'ennemi, à l'envahisseur étranger. Tout simplement. Très rapidement après, on a le FN, parce que pour le Front National, en fait, si vous voulez, Jeanne, elle représente le sentiment national développé en quelque sorte. Voilà, et Jeanne d'Arc, elle est considérée historiquement comme le premier personnage en France à avoir créé ce sentiment national. Donc voilà, pour le FN, elle colle plutôt bien. On a l'extrême gauche qui a tenté de s'approprier parce qu'elle représente le peuple pauvre qui a essayé de se faire une petite place dans l'histoire. Et même alors que c'est complètement faux. Oui, alors que ça c'est une image d'Épinal. Hein. Jeanne d'Arc était une pauvre petite bergère pieds nus. Ça, je vous le dis vraiment, ce n'était pas le cas. Épinal, c'est dans quelle région déjà ? En Lorraine. Et c'est pas loin de Dorémy, tu vois. Et Dorémy, c'est très beau. la pucelle. Dorémy, la pucelle, exactement. Ouais, oui. Est-ce que je t'ai... Ah non, pardon. De quoi ? J'espère que je t'ai pas spoilé complètement. Ah non, pas du tout. Non, t'en fais pas. Et on a même François Mitterrand qui a essayé de dire mais non, Jeanne d'Arc, elle est pas du tout Front National, elle est même carrément de gauche. Et il a dit Jeanne ne s'est jamais laissée à la haine de l'étranger. Voilà. Et enfin, elle était en armure, elle a pris les armes, quoi. Bon, c'était la guerre, d'accord, mais. Et un des seuls, j'allais dire roi de France, mais non, président de la Ve République qui n'a pas essayé de s'approprier Jeanne d'Arc, enfin même le seul, c'est François Hollande, qui ne s'est jamais prononcé sur Jeanne d'Arc, alors que ça y est, Macron l'a déjà mis à sa sauce plus d'une fois. Voilà. Mais nous ne donnerons pas nos orientations politiques. Ce ne sont que des observations, messieurs, dames. Exactement. Et enfin, vous vous dites, mais alors, cette guerre de 100 ans, elle s'est jamais finie, en fait. Eh bien, si, étant donné que, une fois que Jeanne d'Arc est morte, Charles VII a décidé de réorganiser ses armées. Il a d'ailleurs fondé la première armée entre guillemets professionnelle, c'est-à-dire qu'il va former ses soldats, ce qui ne se faisait pas avant. Mazel tov, il était temps, quoi. Il va créer une armée d'élite et il va se réconcilier avec les ducs de Bourgogne. Et donc à eux deux, ils vont unir leurs forces et ils vont réussir à bouter l'anglais hors de l'Angleterre, étant donné que d'ailleurs, peu de temps après la mort de Jeanne d'Arc, l'Angleterre traverse une guerre civile qui s'appelle la guerre des Deux Roses, qui est supra intéressante aussi, qui va donner qui va mettre sur le trône les rois Tudor, Henri VIII notamment, et donc du coup, on va allègrement gagner la guerre de 100 ans, enfin, et les Anglais ne conserveront de toutes leurs possessions en France, ils vont tout perdre, y compris l'Aquitaine, et ils ne vont conserver que Calais pendant très très longtemps. Voilà. D'accord. Ok. Mais très bien, nous aurons pris plein de choses sur cette chère Jeanne, pardon. Voilà, beaucoup de réactions autour de la table. Oui, je vois que ça vous a transcendé. Oui, non, mais c'est. Attends, laisse-moi le temps de me réveiller un peu. Ouais. Non, mais c'est très cool, merci. Ça éclaire beaucoup de choses et. C'est vrai. Vraiment, je me demande toujours pourquoi ces putains de partis politiques essaient de se récupérer ce personnage, laisser-la tranquille, quoi. Mais c'est une héroïne nationale, Jeanne d'Arc. Oui, mais elle fait rêver. C'est le. La martyre. Qui la laisse tranquille. Ouais, c'est ça. C'est une martyre. C'est une nana incroyable, quoi. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Mais de là à dire, ouais, Jeanne d'Arc, elle est de chez nous. Bah non, elle est du passé. Oui. Enfin, mais elle est à tout le monde. Voilà, exactement. C'est ça qui est beau. Bien dit. Écoute, merci beaucoup. Et du coup, Je vous en prie. Ne passerait-on pas au sujet de Victoire? Allons-y. Voilà, j'ai quitte cette porcherie, j'arrête de travailler. Je sors du système, je débadge, enfin voilà, j'arrête tout. Bravo, vraiment, Queen plus des chèvres, là, t'as tout compris, c'est super. Alors, pour les auditeurs qui forcément n'ont pas suivi le pré-épisode, c'est que Hicham nous a dit, putain, j'ai fait le meilleur jingle de ma vie. C'est drôle. Et je l'ai réécouté 20 fois aujourd'hui.
Mais c'est drôle. Ah oui, je ne juge pas. Tu peux le redire encore une fois? C'est purement factuel. J'adore. Bravo, Pardon. bravo. Merci. Vraiment très très beau jingle. c'est Je suis merveilleux. d'accord avec toi, c'est la meilleure auditrice qu'on ait eue. Chroniqueuse. Chroniqueuse. Mais bah, du coup, après toi, Victoire. Alors, moi, j'ai choisi de vous parler d'une passion que j'ai découverte il y a quelques années, quand je suis allée vivre dans une ferme communautaire en Andalousie. C'est la passion des chèvres. Donc, je me suis occupée d'un troupeau de 120 chèvres. C'est énorme. Ouais, pendant une année entière. Je savais pas que j'allais rester 1 an au début, mais au début c'était 1 mois, puis finalement j'ai décidé de rester 1 an. Ça doit être archi bruyant. Alors 120 chèvres, ça fait pas énormément de bruit, ouais, sans déconner. ça fait beaucoup de bruit, surtout que les chèvres sont des animaux bavards. Oh, purée. Et beaucoup Oh là plus là. que des moutons, par exemple. Ah ouais? Ou même que des vaches. Oui. Ou que des poissons. C'est C'est Que vrai. des ratés. Donc très concrètement, qu'est-ce que je faisais? Eh ben mes responsabilités. Alors il y a quelqu'un qui m'a montré comment m'en occuper. Et il y avait toujours une responsable vraiment du troupeau, mais elle m'a de plus en plus laissé faire. Et donc mes responsabilités, c'était de traire l'ensemble du troupeau à la main, puisqu'il n'y avait pas de machine. Mais t'avais des ampoules, enfin 120 Dès chèvres. 6 heures du matin. Oui, alors j'avais pas d'ampoule. En revanche, j'ai une très grande force dans les poignets. Mais tu m'étonnes. Voilà. Et, Avis aux agresseurs. Ça déconne pas. Elle te chope le bras, elle te le très direct. Hein. ouais. Et j'avais un peu du coup j'ai des mains assez musclées. Encore parce que ça demande beaucoup de muscles Ça dans peut les mains. intéresser, ça. Et une certaine technique. Lors Alors, d'un speed dating, c'est le genre de choses qu'il faut que tu dises, quoi. Bah justement, ça peut aussi faire peur. Mais donc je m'occupais de traire les chèvres. Alors c'était une opération assez complexe parce qu'il faut d'abord séparer les petits des chèvres, car comme tous les mammifères, les chèvres n'ont du lait Oui, que quand elles ont des si petits. elles ont des petits. Donc il faut sans arrêt les faire se reproduire. Et donc le matin, quand tu arrives, elles sont ensommeillées. Et donc la technique, c'était de ne pas allumer tout de suite la lumière, Tu leur sautes dessus. afin qu'en leur sautant dessus, tu puisses prendre les petits, les mettre de côté, afin de pouvoir traire leur mère. Oh là, attends, c'était quoi déjà ce truc? Non, c'était pas la Saint-Barth, c'est bref, pardon, je passe, mais ça me donne une... Merci pour ton intervention. Mais non, ça me fait penser à un principe de blitzkrieg où genre dès le matin, furtivement, tu Non, vas ça, choper il faut y aller, quoi. Et en plus, les petits apprennent très très vite, parce que c'est des animaux très malins. Donc, les petits apprenaient de plus en plus vite à se cacher et tout. Et toi-même, à 6 heures du matin, t'es pas hyper réveillé dans tes bottes et ta combinaison bleue. Donc, c'était, viens de mais ça te croire, hein. réveille, quoi. Au bout de, t'as attrapé 37 chevreaux, tu vois, Oh la vache. ouais, tu les enfermes tous quelque part, et pendant ce temps-là, tu commences à traire leur mère, donc avec un seau en aluminium. Mhm. Alors, il faut bloquer la patte de la chèvre, car elles ont tendance à s'enfuir. En plus, certaines ont leurs habitudes, certaines n'aiment pas être traites avant d'autres, certaines n'aiment pas être traites tout C'est une court. blague. Mais c'est pas- pire que de bosser dans une maison de retraite, quoi. Enfin, c'est. chacun Alors, ses- j'ai jamais testé la maison de On les retraite. traite pas dans les maisons de retraite, Camille. non, mais Je confirme, j'ai bossé là-dedans. Mais non, mais C'est j'allais pas dire. du tout ce que j'ai fait. J'allais dire, les personnes d'un certain âge ont leur habitude également. Oui, voilà. Voilà. Là, d'accord. Donc, il fallait faire ça. Et puis, après la traite, il faut amener le lait à la chèvrerie. Et puis, il faut préparer toute la chèvrerie pour qu'elle puisse partir. Et puis ensuite, moi, je les emmenais. Donc, il y avait un moment à 9h le matin. Parce que ça dure quand même donc un certain temps, hein, tout ça. Ah bah oui, je viens de croire. Et donc à 8h30 ou 9h, j'ouvrais la barrière et là on partait dans les montagnes toute la journée. Avec Ok. les 120 chèvres. Et parfois leurs petits. Et la petite balade. Et là, grosse balade, parce qu'il fallait escalader les montagnes, il y avait tout un chemin et tout, donc on marchait pendant 6 heures ou quelque chose comme ça. Et t'avais pas un âne pour... Non, moi alors j'ai essayé parce qu'il y avait des chevaux et j'aime vraiment beaucoup monter à cheval, donc j'ai essayé de faire de la garde de chèvre à cheval. Mais j'ai échoué. J'ai vraiment échoué parce qu'en fait les chèvres ont pas du tout peur des chevaux et elles ont voilà, c'est les indifères et j'étais probablement pas assez bonne cavalière. J'avais une chienne qui s'appelait Marisol mais qui était Non. censée désolée. T'es censé faire des amendements qu'elle n'a pas fait. Qui était censée aider à garder un troupeau, qui avait été entraînée pour garder un troupeau, mais les chiens désapprennent très vite ce genre de choses et en plus moi je savais pas comment diriger un chien pour garder un troupeau, donc en fait elle servait surtout à garder compagnie à mon sac à dos, histoire que les chèvres ne mangent pas mon sac à dos. Ah, Car on va y venir au régime alimentaire des chèvres. Ah, attends, je me suis plus tu l'as précisé, mais c'était dans quelle région tu l'avais fait? Alors ouais, en Andalousie, j'ai vécu, Le sud donc de c'est une l'Espagne. communauté au nord de Séville. Une communauté au sud de de l'Espagne. combien de personnes? C'était une communauté de 40 personnes qui existe depuis 30 ans et qui a compté jusqu'à 250 membres. Putain, la vache, c'est Sacré pas mal. turnover. Si peu. Ouais. Mais les gens mais on parlera plus tard de la Oui. communauté, mais
Voilà, donc je précise quand même que c'était pas un cadre d'agriculture intensive ou un cadre même d'agriculture extensive, puisqu'en réalité le lait produit par ce troupeau de chèvres était destiné simplement à la consommation de la ferme et de la communauté, et que s'il avait fallu suivre des critères de productivité, de voilà, d'efficacité dans la production, on n'aurait certainement pas eu 120 chèvres, on n'aurait pas eu celle-là, on n'aurait pas dédié une personne à surveiller le troupeau toute la journée. Enfin, c'était pas exactement le but. Il y avait aussi d'autres vertus à cette équilibre. L'équilibre, l'intérêt que c'est de s'occuper d'animaux, l'intérêt que c'est de se promener toute la journée dans la nature, le fait que bref, il y a une autre relation à ces animaux que simplement c'est allier l'utile à l'agréable tout en respectant l'animal. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Mais donc ça faisait quand même beaucoup de chèvres. Oui, de l'histoire, oui. Voilà. Alors des chèvres, il y en a aussi beaucoup dans le monde, parce qu'on en compte 1 milliard. Putain de Dieu. Ouais, c'est quand même moins que les poulets, on doit compter 250 milliards, je crois. Mais en tout cas, c'est aussi moins que les vaches et les moutons. Et il faut savoir que ce sont les premiers animaux qui ont été domestiqués par les humains il y a seulement 10 000 ans. Pas mal. Mais parce que on sait pourquoi. Eh bien, je ne sais pas. J'imagine qu'il y a une raison, mais ça se mange, ça se traite, c'est petit. En fait, c'est très très rustique. La peau est sympa. Voilà, c'est vraiment un animal qui sert à tout. Mais tu peux faire. Oui, c'est vrai que tu fais du lait, tout de la faire avec viande, une chèvre. Ouais, tu peux vraiment tout faire. Ouais. Et il y a un autre intérêt à ces animaux, c'est qu'ils sont très malins. Les chèvres sont très très futées, contrairement aux moutons, donc la chèvre a la réputation injustifiée d'être un peu sotte. Alors que pas du tout. Ah, moi j'ai plutôt l'impression que c'est un animal du démon, quoi, avec leurs yeux qui partent en couille. Moi, pour moi, c'est un peu comme le chat, mais en plus gros, quoi. Leurs yeux ont des pupilles rectangulaires, notamment dans la lumière vive. Oui. Et cette forme d'yeux, aussi la position de leurs orbites sur leur crâne, leur permet de voir quasiment à 360 degrés. Oui, enfin, elles ont pas un regard de braise quand même, quoi. Enfin, c'est un regard de chèvre, c'est pas. Et ben, si tu regardes une chèvre dans les yeux, tu vas être intimidé parce qu'en fait elle voit jusqu'au fin fond de ton âme. Oui, bah c'est ça le problème, parce que c'est l'autre l'animal du diable, c'est ça. C'est bien ça que le côté. Alors qu'un mouton, par exemple, tu peux pas vraiment le regarder dans les yeux. Et surtout, le mouton, tu vas pas du tout pouvoir le différencier de ses congénères. C'est pourquoi on ne nomme pas les moutons. Alors qu'on nomme les chèvres. Alors, moi, le troupeau. Moi, j'ai nommé tous les moutons qu'on a égorgés pendant la nuit. Ah non. C'est vrai? Non, mais c'est bien, ça leur donne une certaine. Humanité. Oh, un steak de moule. Non, les chèvres. Alors après, je sais pas si c'est fréquent dans les élevages de chèvres, parce que je n'ai fréquenté qu'un seul élevage de chèvres, mais c'est vrai que le nôtre, donc je dis le nôtre même si je n'ai pas mis les pieds là-bas depuis des années, mais en tout cas, chaque chèvre avait une carte d'identité avec un nom. Non. Oui, avec un thème par année. Donc par exemple les fleurs, les étoiles, etc. Et la première lettre de leur prénom correspondait à leur famille. Parce que donc ça c'est aussi très important à savoir sur les chèvres, c'est qu'elles fonctionnent par solidarité familiale. C'est-à-dire qu'il y a des clans en fait dans le troupeau qui fonctionnent comme de véritables mafias. C'est-à-dire qu'elles traînent toutes ensemble. Donc évidemment les troupeaux sont entièrement féminins puisque on n'a aucune utilité des mâles. Oui, bah traire ça. Ah bah oui, c'est vrai. Bah en fait il n'y a pas d'élevage si tu tues pas les mâles. Et il n'y a aucun. pas de reproduction si tu tues les mâles. Alors oui, mais combien faut-il de mâles pour entretenir un suffit. Voilà. Astuce. Ah bah c'est vrai. Et il devait se sentir seul. Alors, il était quoi dans son je vais parler des boucs tout à l'heure, okay. Mais en plus il faut pas que les boucs soient tirés du même troupeau évidemment, donc c'est d'autres boucs. Ce qui veut dire qu'en fait dans un troupeau chaque année, si t'as 50 chevreaux qui naissent sur un troupeau de 100, t'as 50 gardes quoi. Bah oui, c'est ça, exactement. Tu ne gardes aucun de ces petits. D'accord, ok. Car ils ne servent à rien. D'accord, ok. Mais les gens ont assez peu conscience de ça quand tu leur parles d'élevage, ils croient que on garde tout le monde, alors que non, en fait, un élevage, tu dois tuer les petits mâles, tu es obligé. Mais c'est comme avec les poules, quoi. On dit, oui, mais du coup, faites quoi des coqs? Bah, des putains de nuggets, quoi. Exactement. Bah voilà, c'est ça. Mais c'est pour tous les élevages la même chose. Pourquoi je vais vous raconter ça? Oui, parce que, alors voilà, donc du coup, les mâles n'avaient pas l'honneur d'être nommés. Sauf mon préféré qui s'appelait Chaussette, mais je vous raconterai son histoire plus tard, peut-être. Oui, j'aime bien celui-là. Il y avait donc une année thématique des vêtements, si j'ai bien suivi. Alors non, lui c'était vraiment complètement par hasard, mais je raconterai l'histoire de ce pauvre Chaussette plus tard. D'accord. Qui m'a servi à prendre un certain nombre de selfies adorables, et ensuite on m'a fait une veste en cuir qui m'a servi à prendre plein de selfies adorables. C'est ça. Pauvre Chaussette. Alors, donc les chèvres ont chacune un nom. Et on leur donne un prénom qui correspond à la famille dont elles sont issues. Et donc ensuite, on s'aperçoit que dans leur comportement, elles restent avec leur tante, leur grande-tante, leur cousine, leur sœur, leur mère, etc.
Et ça fonctionne par clan, c'est-à-dire que si tu attaques une chèvre d'un clan, une chèvre d'un clan qui va en attaquer une autre, toutes les autres vont se battre entre elles, etc. Donc il y a sans arrêt des guerres de pouvoir dans le troupeau. C'est une cour de récré, quoi. C'est pire que la cour de récré parce que c'est assez féroce. Ouais. Je dirais que c'est ambiance Game of Thrones en fait, tout simplement. Oui. C'est taquin les chèvres. Alors c'est agressif. Et assez féroces. Elles ont des cornes. Non, on dirait pas comme ça. Oui, ça, oui. Oui, elles ont des cornes et elles ça peut s'attaquent craquer, de façon assez violente. Ouais. Par exemple, il y en aussi, avait. Elle recule avant d'attaquer. En fait, elle recule, elle baisse la tête. Contact, ouais, et elle fonce et elle se file des gros coups de cornes. Celles qui dominent sont celles qui ont les plus grosses cornes. Et aussi celles qui ont des caractères. Parce que ça qui est très intéressant, c'est qu'elles ont toutes des caractères très différents. Donc t'as des chèvres pacifiques. Et d'autres chèvres. Cool. Ouais, t'as des chèvres qui veulent la paix avec leurs voisines et leurs prochaines, et d'autres chèvres qui sont pusillanimes, enfin qui sont vraiment peureuses, et d'autres chèvres qui sont nés pour dominer, quoi. Born to be leaders, vraiment, c'est un des. Bon, par exemple, je me souviens avec émotion de Belladone, qui était non pas la plus vieille, mais qui était une chèvre noire avec des cornes enroulées comme ça, extrêmement intelligente, et qui n'aurait laissé sa place de leader pour rien au monde. Ainsi, c'était à elle que je mettais la cloche principale chaque matin, et qui attendait avec une impatience qu'elle cachait qu'on lui mette la cloche, et enfin elle prenait la tête du troupeau et elle fonçait et elle guidait tout le monde, tu vois. Et est-ce que tu as déjà essayé de pas lui donner, voir comment elle réagirait? Alors non, parce que je voulais surtout pas qu'elle se retourne contre moi ensuite. Oui, imagine, c'est malin. Imagine qu'elle ait décidé qu'elle allait emmener le troupeau à travers le trou du grillage que je n'avais pas vu. Et ben impossible de les faire repasser, parce que c'est aussi très intéressant pour ça. Elles sont capables de mensonges et de dissimulation. Ainsi, j'ai vu des chèvres passer de l'autre côté du grillage. Donc, de mes yeux vus, je les ai vues passer de l'autre côté du grillage. Et quand tu leur demandais, non, Voilà, non. frère, c'est pas moi. Exactement. Et donc elles sont de l'autre côté et elles te regardent genre, je n'ai aucune idée de comment je me suis trouvée de l'autre côté. Je ne sais pas du tout. Donc tu as beau les saisir par les cornes, tu rampes dans la terre et tout. Toi, tu sais de passer par le grillage, tu fais le trou dans le grillage, tu les ramènes et tout. Elles te disent que vraiment, elles ne peuvent pas passer de l'autre côté. C'est matériellement impossible, tu vois. Elles ne peuvent pas. Alors que ce qu'on apprend assez vite quand on les garde, c'est que si elles peuvent passer la tête, comme les chats, en fait. Là, c'est voilà. Donc il faut surtout pas faire ça. Donc mon job, ça consistait à marcher suffisamment en amont du troupeau pour vérifier qu'il n'y avait pas de trou dans le grillage, trou qui était causé par les sangliers extrêmement abondants autour de la communauté et par les biches. Et donc je devais reboucher chaque matin. C'était Sisyphe un peu mon travail, puisque chaque matin je devais porter des cailloux assez gros pour reboucher les trous du grillage. Cailloux qui, je le savais, le lendemain pendant la nuit allaient être bougés par les familles de sangliers. Famille de sangliers que je croisais assez régulièrement, et ce qui me foutait une trouille bleue, voilà, puisque c'est pas petit un sanglier, quoi. Non, c'est pas petit, et avec ces petits, vraiment, j'avais aucune envie de me trouver sur leur chemin, donc j'ai plusieurs fois tenté de me déguiser en buisson tandis qu'ils passaient à côté. Tu nous as montré tout à l'heure, c'était très réussi d'ailleurs. Costume de buisson. Merci, j'ai gardé quelques habitudes. Donc j'ai dû apprendre tous leurs noms et tous leurs prénoms. Et je vais tous vous les citer maintenant. Génial. Alors, il y a Bella Ciao, il y a Amapola, et Angel, Fluoricum. Il y avait une année, le thème c'était médicaments homéopathiques. Donc voilà, Fluoricum. Oh dear. Elles avaient des noms en 4 langues, parce que c'était une communauté fréquentée par énormément de nationalités différentes. Et donc les guerres de clans, il y avait en fait c'était pas toujours le même clan qui dominait le troupeau, et l'intérêt de ces guerres-là, c'est que il y avait des familles entières qui arrivaient à sécuriser l'accès aux abreuvoirs et aux mangeoires. Donc il y avait celles qui se cachaient sous les abreuvoirs, et les mangeoires, c'est les clans qui étaient dominés, en attendant que celles qui étaient dominantes puissent manger, finissent, etc. Et celles qui étaient dominantes poussaient la perversion jusqu'à crotter dans les mangeoires. Non. Afin que les dominés ne puissent pas y accéder. C'est assez féroce. C'est le diable. Voilà. D'autres, enfin, se faisaient une spécialité, tandis que je trayais celles du clan opposé, à foncer dans celles qu'on était en train de traire, donc qui ne pouvaient plus bouger, tu vois. Donc c'est de l'anti-jeu, là. Il joue pas le ballon, quoi. Non, là, c'est vraiment donc là, moi, je m'autorisais à les frapper. Assez vigoureusement. En toute tranquillité. Bah, t'avais pas peur que tout le clan vienne m'attaquer? Non, parce que je faisais un peu attention. Il y a plusieurs fois où j'ai fait quand même très attention, par exemple quand je leur servais leur plat favori, qui est donc de la pâtée pour chèvre, qui est ce que peut-être que je réussis de mieux, malgré. Ah ouais. Enfin, j'étais partie dans cette communauté pour apprendre à cuisiner, mais finalement j'ai fait beaucoup de la recette de la pâtée pour chèvre. C'est ça, la pâtée pour chèvre, qui est donc le son du blé mélangé à du petit lait. Donc les chèvres boivent leur propre lait. Ah. Enfin. Pas les mamans, si. Bah si, elles boivent leur propre lait. Pas les mamans. Ouais. Et donc là c'est le délire. Là c'était la curée. Vraiment, si je portais, donc je me souviens de porter le seau au-dessus de ma tête comme ça, pleine d'une pâtée pour chèvre que j'avais mélangée à main nue.
Et quelqu'un fait un bruit avec un stylo. Oui. C'est Camille. C'est confisqué. On est à 15 minutes, je vais peut-être me grouiller. Donc, que savoir d'autre sur les chèvres? Donc, elles sont très malines. Elles peuvent regarder, si vous regardez quelque part, elles peuvent savoir où est-ce que vous regardez. Donc, elles comprennent un peu la psychologie humaine. Si vous les appelez par leur prénom, elles peuvent arriver. En fait, elles sont à peu près aussi intelligentes que des chiens. T'as déjà vu des chèvres d'aveugles? Non. Je ne pense pas. parce que c'est Personne pas n'a pris la peine de mais les c'est pas dresser pour ça. Personne parce que les chèvres font quand même aussi ce qu'elles veulent. Oui, mais En réalité, dans leur, enfin voilà, elles font. C'est pas un problème d'intelligence, parce que c'est plus un problème de docilité. d'indépendance, ouais. Ouais, en fait, elles font exactement ce qu'elles veulent. Je me souviens des périodes de canicule où il faisait 50 degrés, où il était impossible de les convaincre de manger quoi que ce soit, et donc de bouger, d'aller chercher de la nourriture, etc. Elles décidaient d'aller ce qu'on appelait à la plage, parce qu'il y avait un endroit avec du sable. Et donc, je retrouve mes chères chèvres, les 120, complètement affalées, comme ça, à la plage, et je devais les lever avec mes bottes, une par une, pour leur dire d'aller faire leur taf, quoi. D'aller bosser, c'est-à-dire d'aller manger, pour pouvoir produire du lait, pour que nous, on puisse avoir à manger. Rien à faire. Franchement, elles faisaient oui, et tout ça, elles allaient se promener un peu, pouf, elles se retombaient sur le sable. Oh, bah, je ne sais pas, c'est pas moi, je ne sais pas comment je suis tombé. Mais elles faisaient exactement, tu fais très très bien, t'as été... J'ai été chèvre. T'as été chèvre, c'est ça. T'es chevrologue. Ascendant chèvre. Les chèvres ont des accents. Non, Non. non, ça je peux pas te croire. Suivant le berger, bien sûr. Ça dépend du troupeau où elles naissent et du pays où elles naissent. Mais comme les dauphins ou les oiseaux ou les baleines, elles ont. Alors après, elles ont moins de variétés. Ils sont des champs différents. Mais elles ont l'accent allemand. Elles ont moins de variétés. Il y a une petite private joke là sur l'accent allemand. Mais elles ont moins de possibilités parce que ça dépend de dispositions génétiques. Mais en réalité, elles s'apprennent en fait les unes les autres une certaine tonalité. Donc moi, j'ai pu constater après en allant écouter d'autres troupeaux qu'ils bêlaient pas exactement de la même manière. Ouais. Moi, j'aurais fait ce sujet, jamais vous en m'aurez cru, les gars. Et aussi, elles ont un cri spécifique pour appeler leurs petits. Donc, elles reconnaissent à l'odeur et au son. Et en fait, elles sont très, très expressives dans leur cri. Je me souviens être au bord des larmes, par exemple, quand j'ai vu une mère, donc je crois que c'était Amapola, qui avait perdu ses jumelles pendant la nuit. Et en fait, on a dû les enlever pendant la nuit. Et le matin... Elle les avait perdues. Oui, elles allaient finir en kebab, quoi. Non, pas du tout. Non, parce que ça arrive, la plupart des naissances se passent bien. Enfin, j'ai vu des chèvres pondre des petits comme si elles s'étaient gratté le dos, tu vois, ça leur posait pas du tout de problème en pleine nature. Mais j'ai aussi vu des mises à bas très difficiles et les jumelles d'Amapola sont mortes pendant la nuit. Et ensuite, j'ai vu Amapola les appeler pendant des jours et des jours tous les matins, en fait. Non. Et vraiment avec un cri de... Ouais. Oh, alors il faut savoir que c'est ce qui arrive à tous les animaux d'élevage, hein, aussi les vaches, c'est pareil, nous ça nous, enfin voilà, la plupart des gens ça ne dérange pas de manger des vaches, etc. Mais les vaches aussi en fait souffrent énormément quand tu leur enlèves leur veau, c'est des souffrances. Ah bah bien sûr, ouais. Voilà. Et elles comprennent pas. Elles comprennent pas. En fait, elles savent que le petit est plus là, quoi. Donc moi j'ai vu des chèvres vraiment pousser des cris de détresse comme ça, et les autres cris déchirants que je leur ai vu pousser, c'est quand elles se retrouvent seules. Par hasard parce qu'elles se sont un peu trop éloignées pour aller cueillir des fleurs qui leur plaisaient, parce qu'elles ne broutent pas l'herbe, hein, ce sont pas des moutons. Elles choisissent les végétaux qu'elles veulent manger, comme les biches et comme les chevreuils. Donc elles vont pas du tout tondre votre gazon. Par contre, elles vont bouffer tout vos rosiers, par exemple. Ouais. Et donc certaines chèvres qui sont gourmets s'aventuraient un peu trop loin du troupeau, et j'ai vu des chèvres perdues. Donc là, je les ai vues, genre les yeux révulsés, pousser des cris que je ne saurais imiter ici. C'est vraiment des cris Moi, je peux te le faire, si tu veux. désespoir. Vas-y, essaye. Non, ça fait plus genre comme ça. Voilà. Vous avez raté une image magnifique. Rive vos oreilles. Et oui, alors j'ai tordu ma mâchoire d'un côté parce que les chèvres bougent comme ça. En fait, elles ouvrent pas comme les chevaux en bas. Elles ouvrent uniquement sur le côté, comme tous les ruminants. Et donc les cris de désespoir poussés par la chèvre qui croit qu'elle est abandonnée sont déchirants. C'est-à-dire que c'est vraiment l'essence de la solitude existentielle, quoi. Tu comprends que sans les autres, elle est complètement perdue. Et d'ailleurs, cette technique qu'ont utilisé les scientifiques qui ont voulu débarrasser les îles Galapagos, qui se trouvent au large de l'équateur, dans l'océan Pacifique, pour débarrasser ces îles des 80 000 chèvres sauvages qui y habitaient. Mais c'est une histoire extrêmement triste que je vais peut-être pas avoir le temps de vous raconter. Mais ils ont utilisé cette capacité des chèvres à retrouver leurs semblables coûte que coûte. Car la chèvre ne supporte pas la solitude. À la limite, vous pouvez lui donner un cheval. Peut-être, mais certainement pas être toute seule, elle deviendrait folle de solitude, quoi. D'accord, Vraiment, donc si on achète des chèvres, c'est 2 par 2. Au moins. Okay. Mais c'est vraiment des animaux qui se sentent bien en troupeau.
et pas avec n'importe qui dans le troupeau, parce qu'encore une fois, elles aiment bien avec leur famille, et puis elles aiment bien être avec des chèvres du même sexe qu'elles. Donc même dans la nature, les troupeaux de chèvres sauvages traînent uniquement avec le même sexe, sauf en période de reproduction. Donc dans la nature, on a des troupeaux de mâles et des troupeaux de femelles. Et là, ils font un Brevard et bim bim, ça fait des enfants. Bah parfois ils se retrouvent pendant genre 2 mois, période de reproduction et tout ça, ils se retrouvent et ils font des bébés et tout ça, mais ça suit aussi tout un processus extrêmement codifié que nous essayions de reproduire dans la communauté, ce qui veut dire que je traînais le plus souvent c'est les plus jeunes chèvres par les cornes dans l'enclos des boucs en me sentant un peu coupable, mais les jours d'après elles étaient assez d'accord. Donc, donc les chèvres, je vous l'ai dit, sont des animaux qui choisissent très précisément ce qu'elles mangent. Par exemple, si vous marchez sur leur nourriture, elles ne vont pas vouloir le manger. Bah là, ça je Moi, je peux comprendre. Moi, c'est pareil pour moi. Ah oui, mais par exemple, un chien n'en a rien à faire. Mais un chien, il mange son Ouais, caca. mais un chien, c'est un peu con, ouais, ce que j'allais dire. Non, c'est intelligent, mais ça mange Oui, son mais caca. oui, non, mais je veux dire, c'est une bonne patte. Une bonne patoune. Vous pouvez développer ou? Non, ben on va laisser Victor continuer. Que vous dire d'autre que la naissance des chevreaux est quelque chose de très émouvant, puisque contrairement à nous, au bout de 3 secondes, Ils ne ressemblent Ça plus à marche. une aubergine. ils naissent et ensuite ils posent leurs mini sabots encore un peu mous par terre comme ça. Et ensuite ils tremblotent sur leurs petites pattes. Et il marche direct après. Et en 10 minutes ils sont debout quoi. Et leur mère les a léchés mignon. de la tête aux pieds, a mangé le placenta. C'est bon pour la santé. Il paraît. Si Chez Kim les humains Kardashian l'a aussi. fait, Ouais, ça se fait Ah aussi. c'est vrai, je savais pas qu'elle l'avait fait. il me semble Ouais, que C'est oui. tout un débat chez les humaines. Est-ce que tu dois manger ton placenta ou pas? Ça se fait Mais il me encore dans semble certaines que- régions du Mexique, du Pérou, etc. Ah bah même à certaines la régions campagne. à côté de Bourges aussi. Oui, hein. oui, oui. Oui, aussi. C'est paraît que recommandé c'est apparemment très bon. de manger son placenta. Bah après ouais, c'est l'accouchement, plein d'éléments nutritifs. Donc les chèvres font ça. Et ensuite, peut-être les qu'ils ont des petits squelettes. chevreaux suivent leur mère. Alors parfois, il faut les aider à téter parce que les pieds sont tellement gonflés qu'il faut aider les chevreaux, donc leur mettre le pied dans la bouche et tout pour qu'ils y arrivent. Mais il y en a d'autres qui arrivent très bien. C'était le cas de mon bien-aimé Chaussette, que sa fameux. mère a rejeté, Oh. qui du coup était tellement affamé de lait et d'affection qu'il me servait pour déboucher les pieds de toutes les chèvres dont les pieds étaient trop difficiles. Donc Pourquoi vous l'appelez chaussette et pas Sacré décapsuleur, quoi? bah parce que c'était plus joli et aussi parce que Chaussette, paix à son âme, avait 3 bouts de pattes blanches Oh, comme des trop chaussettes. mignon. Ouais, il D'accord. était vraiment hyper cool, mais aucune chèvre ne voulait de lui, donc il fallait tenir la chèvre dont on voulait déboucher les pieds pour que ce Chaussette puisse se nourrir. Mais on a dû se débarrasser de lui aussi. J'aimerais vous Il dire n'est que plus. les chèvres nagent extrêmement bien. Ah ouais? Non. Mais c'est vraiment l'animal du démon, quoi. Ça monte Mais dans les grave. arbres, ça monte, ça fait de monte dans les l'escalade. arbres. Ouais. Ouais, Mais ça- oui, L'argagné, ouais, ce que ça j'allais dire dans comprend les araignées. pas ouais. mal de trucs. C'est pourquoi les marins les emmenaient aussi à bord des bateaux. Sérieux? Bah, c'est moins dangereux en cas de tempête d'avoir une chèvre qui tombe dessus qu'une vache, par exemple. Oui, et ou C'est qu'un vrai. éléphant. Ouais, sauf que l'éléphant, Ouais, en plus, mais tu un peux à peu près éléphant, rien en faire. Donc, J'allais dire, tu tuerais pas un éléphant. Ah, ça. Est-ce que t'as essayé? Et que je rêve très souvent d'elle. C'est vrai? Ouais, ça fait partie des Chaussette expériences les plus, non, du troupeau et du bonheur que c'était d'emmener des animaux et de les regarder. J'ai passé beaucoup de temps à les regarder et à les observer et à rire, à avoir beaucoup de fou rire toute seule. Je me prenais un peu pour Heidi en brune dans ma montagne. Ça a été vraiment un moment de résurrection très très beau pour moi de m'occuper de ces chèvres-là. Donc je serai éternellement reconnaissante à la Donc tu communauté regrettes qui pas m'a. du tout d'être Non, passé non, par là, quoi. pas du tout. Et c'est vraiment une des plus heureuses et pleines expériences de ma vie. Et j'en tirais plein de... Voilà, je repense souvent à elle. Par exemple, quand je me préoccupe un peu trop de mon apparence, je pense aux chèvres qui n'en ont absolument rien à faire d'avoir les cornes tordues, les jambes cagneuses ou les pieds énormes. Tu Elles vois, sont heureuses. Ouais, elles vivent leur vie de chèvre et elles sont très bien comme ça. Voilà. Et par curiosité, qu'est-ce qui a fait que t'es allé dans cette communauté? Et qu'est-ce qui a fait que t'en es reparti? Alors, j'y suis allée parce que j'avais j'avais une crise de sens. Donc je trouvais que ce que je faisais n'avait pas grand sens et surtout j'étais très frustrée de ne rien faire de mes mains. Je faisais que toucher des ordinateurs et des téléphones toute la journée. J'étais reporter au journal de 20h et de 13h à France 2 à l'époque et j'étais pas très heureuse, pas du tout même. Et j'avais vraiment un grand manque de travail concret. Aussi, j'avais envie de travailler dans un endroit où les gens seraient bienveillants et ils seraient pas dans l'extrême compétition tout le temps. Je comprends. Voilà. Oui, c'est vrai que dans une communauté, il y a moins de Startup Nation. Bah ouais, c'est vraiment des gens. Enfin, je veux dire, tu peux pas vivre dans une communauté si les gens font pas un travail très important sur eux-mêmes. Et c'est simple, c'est vraiment un endroit où
où si les gens ne soignent pas leur relation, la communauté explose. Donc ça veut dire que tout le monde se traite correctement et avec beaucoup de d'humanité et de profondeur. Et c'est ça que je cherchais. J'étais aussi intriguée par le fonctionnement communautaire. Parce que en fait, je suis partie en faisant du woofing pendant 1 mois, et donc j'aurais pu aller vivre dans une famille, mais vraiment, ça m'intrigue depuis longtemps la vie en communauté. Voilà. Tu les as trouvés comment? Sur le site du woofing, je savais que c'était le mois de mars. Je savais pas parler espagnol. Il faisait très moche à Paris. Et je m'étais dit que ce serait sympa d'aller en Espagne. Donc j'ai cherché ce qu'il y avait comme woofing en Espagne. Et j'ai vu qu'il y avait plusieurs communautés. Donc j'ai regardé les communautés. Et j'ai vu que celle-là, ils cherchaient quelqu'un pour cuisiner. Et j'aime beaucoup cuisiner. Je voulais apprendre. Alors je me suis dit que j'allais aller là-bas. Et en fait, quand je les ai appelés, ils m'ont répondu tout de suite. Enfin, tout était très très fluide. Et ce que je prends comme un bon signe dans la vie en général, quand tout se fait facilement, c'est qu'il faut y aller, quoi. Donc j'y suis allée au début pour 1 mois. Et en fait, je crois que je suis arrivée là-bas. Le premier jour, je me suis dit que enfin, ça y est, quoi, je pouvais enfin respirer, ça allait bien, les gens étaient gentils, c'est très très beau, cet endroit. Les gens étaient sains. Ouais. Les gens étaient beaux aussi. Qui a aidé à prendre une décision. Non, mais oui, les gens étaient beaux au sens de. Une belle personne. Ils étaient en bonne santé. Même extérieurement, je trouve que ça a fini par se voir, en fait. Des gens qui ont pris soin d'eux, qui sont très apaisés, qui sont réfléchis, Ils avaient l'air sereins, j'imagine. Voilà, ils avaient l'air sereins et tout. Donc, moi, je sortais d'un endroit où. Tout le contraire de Paris, quoi. Qualité, mais c'est pas pareil, quoi. C'est pas. Et moi, j'avais vachement cette énergie-là, donc ça m'a fait beaucoup de bien d'aller là-bas. Et puis après tout ce que j'y ai fait, j'étais émerveillée, quoi. C'était exactement ça dont j'avais besoin. J'allais me promener toute la journée dans les montagnes. Je faisais quelque chose de concret. Je voyais le résultat voilà, entre le début et la fin de ma journée. Enfin, j'ai vraiment adoré. Et je suis partie parce que au bout d'1 an, finalement, ça ne me convenait plus. Et puis mon père était très malade, alors j'ai décidé de l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie. D'accord. Voilà. Donc je suis rentrée. Ok. Voilà. Bah ouais, sacrée expérience. Bah écoute, merci d'avoir partagé ça avec nous. Eh bien, merci de m'avoir écouté. J'ai une mini question. Oui. Vas-y. Pourquoi Chaussette est mort? Alors tu te poses vraiment la question. Je pense qu'il a pas trébuché sur un caillou, hein, Chaussette. Non, mais pourquoi? Parce que vraiment, on peut pas garder les petits. Ouais, fallait faire du kebab. Bah non, c'est pas ça. C'est que qu'est-ce que t'en fais une fois qu'ils grandissent? Du kebab. Alors, C'était un Vous êtes mal. pas familier avec la gastronomie andalouse. Hein. C'était un mal. Bah Oui. oui, Chaussette. on dit j'avoue, une mais- chaussette. Ok. Non, Chaussette était un mâle et Chaussette ne pouvait pas vivre comme tous les autres. Surtout, il faut les tuer avant la puberté, sinon la viande est vraiment pas bonne. Et en plus, ils commencent à essayer de se reproduire avec leur sœur, donc c'est pas une bonne idée. Donc, au bout de 4 mois, il faut tuer les chevreaux. C'est des très chevreaux drôle que parce j'avais vu naître, hein, donc. c'est très drôle parce c'est que horrible. tu dis ça avec beaucoup Ça a de dû être détachement. dur pour toi. Mais ouais, je pense que sur le coup, le ça Ouais, doit sans être, déconner, ça a dû être dur. Bah, moi, ça m'a fort, fait beaucoup réfléchir. Alors ça, c'était aussi une expérience intéressante. Du coup, je suis désolée, je gratte encore des Non, mais minutes. gratte, mais- gratte. Vas-y, gratte. Ça t'a fait réfléchir sur la castration. Alors, on les castrait pas. Oui, vu que vous les tuiez direct. Mais en revanche, ça m'a vraiment fait réfléchir à l'importance de la viande et à ce que ça voulait dire en fait de consommer de la viande. Donc Mais moi la viande c'est n'est ça pas que que des produits issus de la viande aussi, parce que là, pour avoir du lait, pour avoir Oui, un truc c'est viable, vrai. on est obligé de buter les mâles, quoi. Bah oui, c'est ça, c'est vrai. Donc moi je mange pas enfin ce que je dis souvent en forme de provocation, c'est que je mange pas d'animaux que j'ai pas tués moi-même. Ce que tu m'as dit. Du coup, je t'ai dit qu'on ferait en sorte que la salle de bain soit Voilà. prête pour ça. Mais c'est vrai que en fait, il faut se rendre compte que la vie animale ça a une grande valeur. Je pense vraiment que nous on en fait n'importe quoi. Ah oui. Plutôt, La oui. façon dont on traite les animaux et tout, enfin Clairement, c'est- quand on fait un double cheese ou un 280 de McDo, Ouais. C'est enfin voilà donc je juge pas ça mais enfin si en fait si je le juge je pense que ça Tu fais bien. c'est pas voilà c'est pas bah, le problème, c'est pas de manger de la viande ou d'utiliser des produits issus des animaux, c'est d'en faire de la merde, en fait. oui enfin c'est à dire que je pense que donc j'en consomme à titre très très exceptionnel et quelque part je me dis que je sais ce que ça vaut. Donc si mon voisin à la campagne fait un méchoui et tout bah genre je vais manger un bout d'agneau quoi pour aussi parce que je sais pas ça m'a non mais je trouve qu'il faut pas gaspiller la viande, Ouais, il faut pas tu vois c'est pas une carotte quoi, ça a été un être vivant à un moment. C'est pas Elias. Et donc oui le moment où il a fallu tuer les 50 chevreaux que donc j'avais vu naître, que je voyais, même si j'essayais de pas trop les personnaliser, on leur donne pas de nom et tout, mais quand même il a fallu les tuer. Après il a fallu les dépecer, il faut les vider, il faut découper la viande, après il faut utiliser cuisiner chaque la partie, viande. Tout ça, c'est vous qui le faisiez. Ouais je l'ai fait Oh, c'est incroyable. avec d'autres gens, avec d'autres volontaires, mais c'était un moment assez difficile pour moi parce qu'en fait ça te prend beaucoup d'énergie de tuer des animaux.
Et ça te prend aussi beaucoup d'énergie de les tuer. Et en même temps, il y a aussi une forme de gratitude parce que quand tu ouvres un animal, bon, en l'occurrence des chevreaux, tu trouves que vraiment c'est très très bien foutu la vie. Non mais c'est bien foutu là-dedans, dis donc. Non mais il avait bien rangé le bordel. Non tout mais aligné, c'est vrai, tout mais nickel. c'est vrai, tu sais, l'ensemble des membranes et des tendons et de comment ça fonctionne et de comment tout ça est articulé, c'est quelque chose de complètement fascinant à voir. Et après, il a fallu les cuisiner. Et j'étais aussi chargée de la cuisine, donc voilà. Et donc tout ça, c'est de la nourriture qu'il s'agit de respecter et d'honorer. Et c'est pas n'importe quoi, en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que considérer les animaux comme un stock ou comme une ressource dont on peut disposer à sa guise, ça me choque beaucoup. Ouais, je comprends tout à fait. Ouais. Voilà. C'est acquis. Tout à fait. Bah écoute, merci beaucoup pour tout ça. J'espère que Carrément. ça ouvrira peut-être des vocations, des portes à certaines personnes qui Mais voudraient moi, j'encourage élever- les gens à faire du woofing. Hein. C'est vraiment une super expérience. Alors petite explication de woofing pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Je crois que c'est World Organic. Je sais pas quoi, for farming ou un truc du. Bon, en gros, c'est une organisation mondiale pour l'agriculture biologique, pour le volontariat dans l'agriculture biologique. Donc on peut aller faire du woofing partout dans le monde. Il y a des fermes qui cherchent des volontaires pendant une certaine durée et voilà et qui vous. En général, t'es logé, nourri, blanchi en échange d'un certain De nombre travail, d'heures de travail. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait pour aller vivre là-bas. Ok, cool. Bah voilà, Bien, on bien, bien. vous encourage à le faire et puis à nous relater vos expériences. Oui. Et sur ce, passons Un sujet différent. un peu différent. Je vais dormir dans l'écurie. Hein tu dors avec tes pompes. Pyjama, brosse à dents. Merci, mais je ne me servirai que de la brosse à dents. Alors, donc on va parler des pyjamas. Déjà, vous êtes plus quoi chemise de nuit, caleçon, à Gandora. poil, Gandora. Moi, nuisette. Ah donc. Avec, sans chaussettes. Attends, pour soi ou pour le conjoint ou la conjointe? Bah pour toi, je parle à toi. Vraiment? On va Oui. faire Pas de chaussettes. Boxer. Boxer. Ouais, généralement. Toi, c'est mes caleçons, Camille. Ouais. Mais un Tes caleçons et mes pyjama en t-shirts. hiver. Ah ouais, non, mais en hiver, on Un se petit caille le pyjama cul, en bien hiver, sûr. je dis pas. C'est C'est vrai. agréable. Moi, toute l'année, toi caleçons et t-shirts. T'as un joker si tu veux. Non, mais je réfléchis. Non, moi, en hiver, j'aime bien Petite veste en cuir. les matières. Une veste en chevreau. Non, moi, j'aime bien les matières très Molle. pilou comme ça. Ouais. D'accord, ok. Voilà. J'aime bien ça. Et en été, j'aime bien rien. Et les chaussettes, D'accord. du coup, pardon. Pauvre Ok. chaussettes. Très bien. Bon bah on peut voilà je Moi, je voulais voudrais juste savoir curieux, si c'était la fin. un pyjama. Ah, je l'ai dit. Ah, Vas-y. pardon. Boxer. Principalement, ouais, un caleçon. De temps en temps, en hiver, je suis pas contre un pyjama, quoi. Parce que ça a un côté un peu cocooning sympa. Et puis c'est un côté. Et sinon, en été, je dors à poil. Avec hein, des après, grosses chaussettes en laine, l'hiver. Ah moi je peux pas dormir avec les chaussettes. Ah, c'est Oui, trop enfin cool. c'est. Non, pas dormir, mais t'endormir avec les chaussettes et les enlever Oui. dans ton sommeil. C'est ça. Bref, donc le mot pyjama vient du mot de l'hindou qui est le paejama ou le paijama qui veut dire vêtement de jambes. Voilà, ça vient du 18e siècle. Jusqu'ici, Et- tout va bien. Donc une Jusqu'ici, tout va nuisette bien. n'est pas un pyjama. Attends non, de du voir. coup. Attends, on y arrive. Donc à l'époque, donc au 18e siècle, ça vient du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud, donc l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh et l'Empire ottoman, pour être plus précis, surtout l'Iran. Et à la base, en fait, c'était une sorte de serwal, D'accord. voilà, Ok. qui était Et non attaché. pas l'inverse. Pardon, vas-y. Oui, c'était attaché à la taille par une ficelle et c'était porté par les deux sexes, donc les hommes et les femmes. Ouais. Et c'était souvent accompagné par une tunique ceinturée. Mais à la base, donc le pyjama, c'était juste le serwal. Mhm. Et aujourd'hui, on appelle ça donc juste une robe de nuit ou une robe de chambre. ou- Non, c'est pas pareil Non. ça. Non, Si. c'est pas pareil. Non, Si. c'est pas pareil. Moi, j'appelle ça comme ça. Très bien. Donc, le Donc on va Il faire est les. trop bien avec son cahier Oxford et tout. C'est trop le Ses petites pyjama. lunettes, son stylo et tout. On n'a pas le temps, Allez, on enchaîne. Le pyjama est arrivé en Europe. On est parti. D'abord, Ça va. d'abord en Angleterre. Concentre-toi parce que c'est toi qui passes après. En Angleterre. En Angleterre, avec la colonisation des Indes, donc Pyjama. pas jama. Pyjama. Pyjama. C'est pas jama. Je Ça sais s'écrit pas, je l'ai jamais dit en anglais. Moi, j'appelle ça le PJ. Pyjama. Bref, donc ces roast beef là, ils ont ramené ça avec eux et ils l'ont présenté comme un habit exotique et un habit de détente. Et leur usage n'était pas du tout répandu au début parce que justement Ouais. c'était très exotique. Mais du coup, quand tu voyais quelqu'un en emporter, tu te disais ouais putain c'est un grand voyageur, et il a une connaissance mondaine, oui.
Mais c'est vrai qu'avant, en fait, si je peux faire une toute petite interrogation. Fais une interrogation. Une toute petite intervention. Interrogation, ouais. Avant, tu dormais en fait en sous-vêtements. C'est ce que j'allais dire. Il faut savoir qu'avant le 19e siècle, en général, les gens portaient leurs sous-vêtements pour dormir. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas vraiment d'habit à proprement parler, enfin, c'est un habit pour la nuit. Quoi. Non, c'était les genres de fond de robe, ouais. Ou de grandes chemises pour les hommes. Votre Ils avaient des grenouillère. sous-vêtements trop stylés aussi. Pardon Ils avaient des sous-vêtements trop stylés aussi pour dormir. Oh, 19e. Bah grave, des culottes fendues et tout. Ouais, les culottes fendues, je trouve ça trop sexy. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est archi Enfin, sexy. c'est pratique. D'accord. Mais en tout cas, c'est au 19e siècle que le pyjama connaît le succès. On commence à voir ce qu'on appelle les robes victoriennes et les chemises de nuit. Les robes victoriennes, c'était des robes qui traînaient jusqu'au sol, quoi. C'était une sorte de serpillière. Et les chemises de nuit, bah, s'arrêtaient à la cheville. Et contrairement aux chaussettes, Sorte de serpillière. oui, bah ça traîne partout. Il faut avoir bref. Ouais, ouais. Et contrairement aux chaussettes, je sais pas si vous vous rappelez, plus les chaussettes étaient longues, plus la personne était riche parce que ça coûtait cher le tissu. Exactement. Tu vois qu'on t'écoute. Bravo, t'es trop le Merci, chef. merci. Je peux continuer ce podcast avec vous. Et en fait, avec le pyjama, c'est le contraire. Plus c'est épais, donc plus il y a de couches, plus t'es pauvre. Parce que tu n'as pas de couverture. Ouais, parce que t'as pas les moyens de te payer un édredon. Tu pouvais pas te chauffer ta baraque toute la nuit. Ah oui, c'est vrai. Ok. Voilà. Ça fait sens. Et en plus de ça, les riches, eux, ils avaient des bonnets de nuit. Ah, c'est tellement classe ça. C'est classe. C'est sexy. Les longs avec un pompon là. Exactement, exactement. C'était un signe de luxe et ils étaient carrément légués après leur mort. Genre tu mettais ça dans ton testament. Bah c'est fait moi. Le truc devait être dégueu ça. Depuis ma majorité. Alors virgule parfaitement à la con, mais le pompon au goût des bonnets de nuit ne servait à rien puisqu'à la base le pompon sur les bonnets était au-dessus de la tête pour amortir les chocs si jamais quelqu'un qui travaillait se prenait un truc sur la gueule. Chute de rideau c'était de les ton casques lit, de l'époque. C'était un genre de casque. D'accord. Ok. Voilà. Bon bah merci pour ton Très bien. intervention, c'est très intéressant. Du coup, bah depuis que tu as parlé, on arrive au XXe siècle. C'est le début des grands créateurs de mode et de la haute couture. Ils ont changé un peu le game, ils utilisent différents textiles, ils utilisent des couleurs flashy, ils osent mettre de la dentelle. Et c'est en 1920, c'est The Moment pour pour la mode féminine, c'est les années folles. L'apparition des bretelles. Exactement, les femmes elles mettent enfin de côté tous les corsets, les robes longues. Ça me semble logique en fait. Les robes longues, les longues et lourdes, les couleurs sobres et tout ça, et elles cachent plus leur corps. Du coup, bah la première personne qui a lancé la mode du pyjama, c'est Coco Chanel. Mais ça m'étonne pas. Ouais. Bah moi non plus. Non mais sans déconner, la nuisette en tout cas. C'est super Coco Chanel. Voilà, c'est elle qui l'a lancé. Elle a mis le pyjama en satin. On a fait de toutes les couleurs possibles et imaginables. Et elle avec justement le côté, puis le côté androgyne en fait du pyjama qu'on a, vous savez. La nuisette en satin. Le côté androgyne du pyjama. Non, là quand on parle du pyjama en satin, après. vous savez, c'est la chemise en fait avec la ceinture et le pantalon. C'est archi Ouais. androgyne. Il en existe également la petite pour poche sur la femmes et pour hommes. Le Mais truc je pense avec qu'à l'époque, marqué, c'était pas Patrick trop- Abitbol. Et les années 20, c'est super androgyne. C'est le moment où les femmes commencent à se faire une coupe à la garçonne. Et ouais. Oui. Et ça m'étonne pas du tout que le pyjama unisexe apparaisse à cette époque-là en tout cas. C'est plus tard. On en viendra. Ok. En 1930, les designers ils se lâchent complètement, ils ajoutent des plumes, de la fourrure, etc. Mais la guerre arrive. Oui. Les gars, du coup, ils ne dorment plus. mais du coup, bah, on arrive en 1940, enfin 39. La guerre met un stop à tout ça. Mais Christian Dior, tranquille. En pyjama. Christian Dior est la personne qui relance la mode des pyjamas. Et puis bah là, contrairement à tout à l'heure, c'est comme pour les chaussettes, le pyjama évolue avec la mode. Et là justement, j'arrive donc dans les années 70 avec l'arrivée du disco. C'est là où les femmes commencent à mettre les mêmes habits que les hommes. Oui. Les jeans et tout ça. Les pantalons notamment. C'est ça. Et c'était pareil pour les pyjamas. Voilà. Ok. Donc ils portaient la même chose. Et il y a eu l'invention du palazzo pyjama. C'est le serwal d'aujourd'hui entre guillemets, même si ça vient d'Afrique. Ok. Mais voilà. Et je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas une seule mode de pyjama, mais on en porte tout ce que j'ai cité depuis tout à l'heure. Et que ça soit des sous-vêtements, robes de chambre, tout est resté, ouais. la serwal à poil, on fait ce qu'on veut. Et ça, c'est bien. La morale, c'est qu'il n'y a pas un pyjama. Mais des pyjamas. Le maillot de Manchester United peut être un pyjama Hicham. Bah oui, il faut c'est mon croire. pyjama fétiche.
C'est vrai. Avec le short en léopard, en Ouais, satin. le short. Hicham dort en short léopard satin. Dis-moi que c'est vrai, Et, jure-moi que c'est vrai. Je Bah te oui, jure mais que il est- c'est vrai. Tellement Et soit confortable, avec un bordel de t-shirt merde. Solidays Monsieur Poulet, Ok. Il a changé Hugh soit Hefner. avec un maillot du Manchester United. Ah bah tu Ouais, le swag. celui avec le La col. classe. La classe. Énormément de chance. Je bénis le ciel chaque jour. Bah ouais, bravo, vraiment, tu es une femme chanceuse. Je- Lucky woman, vraiment, wow. Je sais. Bah, merci pour votre Team écoute. et pour Léopard ce- Satin. Bah, merci pour Voilà. ton sujet. Genre, alors c'était court, mais bim, plein d'infos. Voilà. Efficace. On a tout su. On t'a pas Bah, coupé. Ichouchesque, quoi. On sait que Christian dort. Très bien. Voilà. Ça, c'était le meilleur, vraiment. Parfait. Allez, Juan. Oui, En allons-y, je prends la main. Je ressens aucun effet spécial. Est-ce tout ce que votre magie peut faire, Saruman? Voilà, je te trouve un peu dur, on croirait entendre un pro. Oh, mais moi, quand tu veux, tiens, tu connais l'effet spéciaux de la sonnette? Drink, 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 drink. Allons-y. Donc, comme je vous disais, à la base, je voulais vous parler des effets spéciaux en général, mais c'est un peu lourd comme sujet, un peu très très long. Donc, on va se concentrer sur une petite boîte qui s'appelle Industrial Light and Magic, qu'on va appeler ILM, parce Ok. que ça Voilà. va plus vite. Faisons comme ça. Donc, pour construire une maison, il faut des outils. Exactement. Ouais. Et si on n'a pas les outils, Si j'avais un marteau. On appelle une société externe. eh ben, il faut fabriquer. Ah, aussi. Et c'est un peu toute l'histoire des effets spéciaux finalement. C'est on a une idée, on va en faire quelque chose, on n'a pas les outils pour le faire, on va le fabriquer. Donc, c'est de là que nous vient ILM. ILM a été créé en 75 par un certain maçon de l'image qui n'avait pas les bons outils, qu'on appelait George Lucas. Oui, Camille. Mais alors si je suis juste une interrogation. ILM a été créé en 75, mais les premiers effets spéciaux, Les effets spéciaux datent de bien avant. Ouais, on est d'accord, ça date Oui, de oui. bien avant, ça date Bien, de bien, quand bien avant. À, Ça date- à information personnelle. Ouh, je me rappelle pas de la date exacte, mais Un peu, ça à remonte peu à près genre, une décennie, quoi. Bah, ça surtout, remonte à Georges Méliès. Ça dépend ce qu'on appelle les effets spéciaux aussi, non? Non, mais c'est un trucage en fait Ouais, sur c'est une image. ça, Je ouais. t'avoue que tu sais à quel point je suis nul en date, donc je t'invite à chercher quand Ok. est Georges Méliès et tu sors. Mais avant la guerre, je pense. Enfin, avant la Seconde Guerre mondiale, Oui, non oui, oui. Ouais, dès Oui, les oui. débuts du cinéma, je pense, ouais. Ok. Absolument. Non, Ok. Donc ILM en revanche a été créé en 75 par George Lucas. J'imagine que ça vous parle un petit peu. Oui, Star Wars, non? Absolument. Parce que vendre un script à des producteurs, c'est compliqué déjà, mais quand on a un script qui contient des pages entières que on ne peut pas retranscrire à l'image, Ouais. c'est encore plus compliqué. Tu vas avoir des producteurs qui font alors j'ai fait ce film, sur cette page, il y a absolument rien qu'on peut filmer dans la vraie vie. Très bien. Oui, c'est déjà plus dur, quoi. Et Faisons voilà. ça. Donc on n'a pas 36 solutions, il faut créer les outils soi-même. Et donc, George Lucas, il a décidé de créer sa propre société d'effets spéciaux, D'accord. ILM. Et il a dit aux producteurs, bon, je me démerde, on va voir. Ouais, t'inquiète, je s'occupe de tout. Et donc, la naissance d'ILM est née en même temps que Star Wars. Et il y a un point qu'il faut retenir sur les débuts d'ILM, et quand Lucas a pitché au producteur de la Fox qu'il avait en gros tout ce qu'il fallait pour régler ses problèmes de mise en scène, la vérité c'est qu'il n'en avait aucune. Il allait devoir trouver des artistes, des techniciens et des idées pour mettre tout ça en scène. Donc il y avait des envies, mais il y avait rien pour les mettre au point, ces envies finalement. c'était Au déjà moment en tout cas où il a menti pour vendre son film, Ouais. ce que tous les producteurs font, enfin tous les réals font à la base. Et donc c'était vraiment à l'arrache en fait ILM au début. Hein. C'était vraiment on va essayer de fabriquer ce qu'on peut avec ce qu'on a. À la base donc Lucas il voulait embaucher Douglas Trumbull qui avait fait les effets spéciaux de 2001 Odyssée de l'espace. Je sais pas lesquels d'entre Ouais. vous l'ont vu. Qui était très impressionnant pour l'époque. Mais Douglas Trumbull il a refusé, mais lui a dit tiens ça c'est mon assistant. Il s'appelle John Dykstra et il veut bien travailler avec toi. Donc il a pris l'assistant. Et il est parti avec, ça commençait bien. Un réalisateur qui avait une idée mais pas de moyens et l'assistant du mec qui avait fait les effets spéciaux. Bon. C'est un début. Non, Oui. mais c'est une bonne idée. Mais Dykstra il s'est dit bon je vais réunir plein d'étudiants, plein d'artistes parce qu'on a quand même 365 plans truqués à faire. Ça n'existait pas hein, clairement à l'époque. Même encore aujourd'hui 365 plans truqués c'est énorme pour un film. Ouais. Mais on reviendra sur le Ouais, mais trucage. Star Wars, enfin, c'est particulier quand même, quoi. Et un Absolument. plan, ça dure entre combien et combien? Pour Ouais, essayer de voir. entre 1 seconde et 12 secondes, on va dire en moyenne. Ok, oui, donc mine de rien, c'est quand même pas mal de temps sur le film. C'est énormément de temps, surtout pour Star Wars où toutes les scènes de fin c'est que ça en fait. Donc ils ont commencé à réunir un petit peu toutes ces équipes et ils se sont dit on va utiliser à peu près toutes les techniques qui existent, donc les prothèses en caoutchouc, des maquettes, de la pixelation, je sais pas si vous voyez ce que c'est.
Non. La pixelation, c'est l'animation où, imaginons, je fais un petit bonhomme en pâte à modeler sur la table, je le prends en photo, je le fais bouger un petit peu. Comme Tim Burton quand tu il a bouges fait des l'étrange pixels, Monsieur Jack, par exemple. Oui, sauf que c'est pas Tim Burton, mais oui, tout à fait. Oui, enfin, oui. Et on appelle ça la pixelation en français, en vrai on appelle ça de la stop motion en anglais, c'est plus connu. D'accord, comme nom. oui, ok. Mais on a utilisé cette technique-là. Et donc les matte painting, je sais pas si vous voyez aussi ce que c'est le matte painting, c'est peindre sur une plaque en verre en fait, qu'on va ensuite placer entre la caméra et ce qui se passe, ça va nous permettre d'avoir un décor agrandi en fait par rapport au bout de décor qu'on a. On va avoir, imaginons, on va fabriquer une chaise, on va s'asseoir dessus, tout le reste du décor on peut le peindre, on superpose à l'image et ça fait genre que t'es dans une pièce trop bien, parce qu'il n'y avait pas tous les concepts de fond vert plus détaillés à l'époque. Et avec toutes ces techniques-là, on se dit on va s'en sortir à peu près, mais non, on va pas s'en sortir à peu près, il va falloir inventer d'autres choses, notamment Dijkstra qui a créé un outil qui s'appelle le Dijkstraflex, qui permettait en fait de rendre mécanique le mouvement d'une caméra, et donc on pouvait filmer, imaginons un vaisseau spatial, une maquette comme ça, on faisait bouger la caméra, on enregistrait ce mouvement, et derrière on filmait une explosion avec le même mouvement de caméra, puis on filmait un décor d'étoiles avec le même mouvement de caméra, et on pouvait superposer voilà, chimiquement tout ça. Donc en fait c'est le fait de, on va dire, de mettre des rails, des trucs comme ça, mais qui étaient normés. Exactement, on appelait ça en fait les effets photochimiques, qui permettaient en superposant tant de couches de faire un effet. Alors imagine la galère, si jamais au moment où tu es en train de faire ton mouvement de caméra, il y a une ampoule qui pète dans le studio, tu dois tout refaire, ça reprend une demi-journée de faire une prise. Donc c'était un petit peu long. Mais ils s'en sont sortis pas trop mal, puisque finalement Star Wars, c'était pas dégueulasse. C'est Star Wars quoi. N'est-ce pas? Oui, chacun son avis. Pardon. Donc après ça, au moins visuellement, tu dois reconnaître que c'était pour l'époque, pour l'époque, un travail révolutionnaire. Oui, mais je viens pas de l'époque moi, donc. Ah oui, bon après t'es un gros rageux. Ensuite, c'est bien, on a réussi à faire Star Wars, mais on fait pas tourner une boîte avec un film. Donc même si on va quand même faire une suite à Star Wars, il va falloir ouvrir un petit peu les portes. Donc ils ont parié l'avenir de la société de ses employés sur d'autres franchises, et ils ont ouvert d'autres copains comme par exemple Steven Spielberg ou James Cameron. Donc on doit à ILM les effets spéciaux de Indiana Jones notamment, de E.T., de l'Histoire sans fin, le Dragon du lac de feu. l'Histoire sans fin. Et oui. Toute notre jeunesse. On leur doit en fait une énorme partie des films à effets spéciaux de cette époque-là. Aujourd'hui, il y a davantage de boîtes. Il y a des effets spéciaux dans l'Histoire. Ah oui, il y en a plein. Ah oui, il y a un dragon blanc, il y a pas mal de choses. C'est vrai. Il y a un cheval qui meurt dans les sables mouvants, il y a des sphinx avec des lasers dans les yeux. Oui, c'est vrai. Ok. Ça se passe dans un monde qui n'existe pas, donc forcément il y a besoin d'un petit peu de techno. Et on s'en sortait très bien jusque-là, mais on a quand même commencé à rencontrer des petites frontières sur les effets spéciaux. Et l'informatique, à l'époque, faisait de plus en plus parler d'elle. Donc ILM a décidé de créer un département pour les effets spéciaux numériques. Ils ont fait appel à un monsieur qui s'appelait Ed Catmull. Donc là, on est vers quand? Là, on est vers plutôt début 80, entre 80 parce et 85. Que moi, le premier film à effets spéciaux dont je me rappelle, c'est un truc, peut-être que vous connaîtrez pas. Enfin, pour moi, c'est un classique de l'époque. Dark Crystal. Ah oui, c'est cette époque-là. Ouais, oui. On est d'accord. Je l'ai revu il y a pas très longtemps. Je l'ai trouvé à très mal vieilli, mais pour l'époque, est quand même. Mais il est magnifique. Enfin, il est vachement. Et là, tu viens de faire plaisir. C'est un film d'animation. Ouais, Dark Crystal. Ouais, il y a des espèces de vautours. Ouais. Ils en préparent une suite d'ailleurs produite par Netflix. Non. Si. Okay. Et ça a été réalisé par ILM. Enfin, les effets spéciaux ont été faits par ILM justement. Mais déjà à l'époque. Oui. Ok. Parce que là, Dark Crystal, c'était 85. Oui, ça remonte. Ok, d'accord. Okay. Absolument. Pardon pour la parenthèse. Mais il y a pas de problème. Donc il y avait un ancien employé de ILM qui s'appelait Dennis Murren, qui était là donc quasiment dès le début, qui s'est dit on va regarder un petit peu ce qui se fait au niveau digital. Et ils ont commencé à travailler un petit peu sur ces projets-là. Et en 1982, ils ont réussi à intégrer un plan entièrement digital dans un film. Ce film, c'était Star Trek The Wrath of Khan. C'était le deuxième film Star Trek. Qu'est-ce que tu entends par entièrement digital? Entièrement digital, c'est-à-dire que le plan du film, il y a plusieurs secondes dans le film qui ne contiennent aucun truc qui a été filmé par une caméra, en fait. Donc ni acteur, ni rien. Voilà, tu vas avoir l'espace. Tout a été fait sur Paint, quoi. On peut dire ça comme ça. En fait, c'est une planète qui explose. Et ils ont fabriqué cette planète par ordinateur, les textures de la planète, les effets d'explosion, etc. Le ciel, ils ont tout fabriqué sur un ordinateur. C'était le tout premier plan à être fait comme ça. Alors qu'aujourd'hui, on en a vraiment énormément. Oui. Ils ont créé quand même beaucoup de choses. Puis ça a pris des mois de faire ce plan de planète qui explose. Ils ont dû créer des flous, notamment ce qu'on appelle le motion blur, c'est-à-dire les flous de mouvement. Parce que si on fait de la 3D et qu'on filme avec une caméra virtuelle, tout est net tout le temps. Donc il faut simuler du flou pour le mouvement par exemple. Toutes ces choses-là qui rendaient la chose photoréaliste ont été aussi créées en grande partie par ILM à cette époque-là. Donc ils ont réussi à mettre ce plan digital dans un film.
Et une fois qu'ils ont fait ce challenge-là, ils se sont dit, on pourrait aussi créer des personnages sur ordinateur. Putain, dur. C'était pas évident. Pixar. Mais l'avantage, justement, c'est que oui, qu'ils ont posé ce challenge à un monsieur qui s'appelait John Lasseter. John Lasseter, vous en avez peut-être déjà entendu parler, puisqu'il a fini chez Disney, chez Pixar, etc. Et qu'il a réalisé un petit court-métrage, donc chez ILM à l'époque, en disant, on peut animer des bonhommes. Ce petit court-métrage ayant marché pas trop mal. Plus tard, il réalisera Toy Story. Il deviendra directeur créatif, puis directeur de Pixar et de Walt Disney Feature Animation. Donc, le mec pas mauvais, quoi. Le mec sait à peu près ce qu'il fait. Ça va. Avant tout ça, cependant, il avait juste fait un petit court-métrage à la con. Et on lui a dit, bah écoute, sur un film, tu vas créer un personnage en 3D rudimentaire. Le personnage en question, c'était un chevalier qui était composé des vitraux d'une église. En gros, le vitrail explose et avec les fragments du vitrail se lève en chevalier. Génial. En 3D. Et c'était dans un film de Young Sherlock Holmes qui s'appelait Le Secret de la Pyramide. Ok. C'était une petite séquence, c'était 6 plans, je crois, seulement. Et pourtant, ces 6 plans, il a dit, John Lasseter, il a jamais autant bossé de sa vie que pour faire ces 6 plans d'un chevalier en vitrail, parce qu'il a dû inventer toutes les techniques, encore une fois. Et ce film-là est sorti en 86. D'accord. Et il a été récompensé de l'Oscar des meilleurs effets visuels. Tu peux juste rappeler le nom du film, s'il te plaît? Le Secret de la Pyramide en français. Sinon, c'était Young Sherlock Holmes, je sais plus quoi. Cool. Rien à voir. Ouais, rien à voir, par contre. Bah, c'était, en fait, Le Secret de la Pyramide était une histoire de Sherlock Holmes. D'accord, ok, c'est en rapport avec Sherlock Holmes. Disant la première enquête de Sherlock Holmes. Ça doit être fou de voir, ce qu'il a réussi à faire en inventant, je pense, cette technique qui n'existait pas. Eh ben, justement, ça a convaincu les jurys et le public qui s'est dit, qu'est-ce que c'est que ça? Comment ils ont fait ce truc? Personne ne savait à l'époque, même dans l'industrie, comment ça avait été fait. Là, on le doit à John Lasseter. Et donc ils ont continué à bosser toujours sur ces techniques-là, sur quelques films intéressants en matière d'effets spéciaux. Donc par exemple, il y avait Willow, il y avait Retour vers le futur. Oh, Willow. Oui, Willow, où il y avait des morphings de gens en animaux, machin, des trucs qui est pareil, n'avaient jamais été faits. Quand ils sont transformés en porc. Par exemple. Ça, c'était une scène qui, moi, je me rappelle petite, mais m'avait impressionné de ouf. Mais vraiment. Tu la dois à Industrial Light and Magic. D'accord. Ils ont aussi fait Qui veut la peau de Roger Rabbit, qui était assez intéressant. Mais oui, carrément. Mais carrément. C'était tellement Même si aucune technique n'a été inventée pour ce film, puisque c'était du dessin animé superposé à de la comédie, mais c'était super extrêmement bien fait. Mais bien sûr. Absolument. Je vais le revoir. Mais tu ça peux. fait hyper longtemps que je l'ai pas vu. Je me casse. Allez, salut. Et le plus gros challenge en fait qu'ils aient attendu, c'est pas forcément le plus connu, même si il est quand même assez connu, c'était Abyss de James Cameron. Abyss de James Cameron, c'est un film qui se passait sous l'eau, donc c'est un sous-marin. Voilà. Et dans ce film, il y a une espèce de tentacule de flotte qui sort de l'eau, qui va voir un de nos personnages, et dont un visage se forme dans cette tentacule qui prend la forme du visage de la personne. Et c'était un nouveau challenge en matière de modélisation. On n'avait jamais créé un visage entre guillemets photoréaliste, parce que si vous revoyez Abyss aujourd'hui, bon, c'est pas si photoréaliste que ça, mais pour l'époque, la texture de l'eau, les reflets, etc., c'était extrêmement impressionnant. Mais surtout, comme c'était Cameron qui l'a vu, qu'ils avaient réussi à faire ça, il s'est dit, bon, bah, je vais pouvoir faire mon prochain film, Terminator 2. Alors, Terminator 2, si vous l'avez vu, on a un personnage qui est entièrement en synthèse, quasiment la moitié du film, puisqu'il est en métal liquide. Et là, il fallait vraiment qu'il ait la même gueule, qu'on ait des techniques de morphing de Willow, mélangées avec la technique de 3D de Abyss, etc. Et pour ça, ils ont dû scanner, en fait, le visage de l'acteur. Ça n'était pas trop fait aussi avant, devoir scanner le visage avec un quadrillage pour le reproduire en 3D sur l'ordinateur, pour faire des morphings qui sont crédibles. Et Terminator 2, c'était quelle année déjà? 4 ouais, à une vache près. 91, je crois. Ah oui, donc bien avant Titanic. Ouais. Moi, ma fixée dedans Cameron, c'est Titanic. Oui, c'est 91, il me semble, 90, 91. J'ai pas noté les dates, je t'avoue. Mais ouais, il y a eu un bond de géant après d'année en année. Absolument. Bah, tu vas voir que le prochain bond de géant, il est pas loin. Puisque une fois qu'on a réussi à scanner cet acteur et à faire ce truc et ces effets spéciaux de fou qu'il y a dans Terminator 2, vous pouvez encore le voir aujourd'hui, c'est complètement dingue ce qu'ils ont fait, retranscrire les lumières, les textures, à un moment il sort du sol, il regarde la texture du sol, etc. Ça n'existait pas encore une fois à l'époque tout ça. On a un prochain challenge qui arrive derrière et qui va faire que le monde entier va se prendre une énorme tarte dans la gueule. Ce challenge il arrive en 93 et il s'appelle Jurassic Park. Oui, bah oui. Puisque Jurassic Park de Steven Spielberg devait être fait en stop motion, comme tous les dinosaures de l'époque, tous les Pour une fois, je l'ai vu. J'ai pas aimé. Bravo, Elias. Est-ce que tu as vu Jurassic Park? Est-ce que tu peux me rappeler ce qu'est le stop motion, s'il te plaît? L'animation image par image, la pixelation. D'accord, oui, exact. Ce dont on a parlé. Ok, merci. Non, mais désolé, j'avais un trou. Mais voilà. ça arrive. Je préfère redemander. Il date beaucoup. On avait beaucoup de films de péplum, notamment Jason et les Argonautes, etc., qui utilisaient cette technique-là. Le choc des Titans aussi de l'époque. Mais justement, les Dents de la Mer étaient fait comme ça aussi? Non, les Dents de la Mer, c'était avec un fabriquer un putain de requin. Oui, en carton-pâte. Ouais, c'est ça. Ouais, mais
c'est pas la même chose. Là, c'est plus des maquettes qu'on a incrustées dedans. Ok. Et donc Spielberg avait prévu de le faire comme ça. Et il avait des tests pas mal, mais pendant ce temps, l'équipe d'ILM qui faisait le digital, elle s'est dit on va essayer de les niquer. Et donc ils ont fait des squelettes de dinosaures en 3D, ils les ont animés au milieu d'une prairie, machin, et ils ont réussi à avoir un rendez-vous avec Spielberg, ils leur ont montré les tests digitaux. Spielberg, il a fait tu achètes. Ok. Et ils sont partis là-dessus. Alors, il n'y avait pas que des effets spéciaux 3D, ils ont quand même fait notamment l'immense animatronique de T-Rex très connu de Stan Winston, puisque l'intérêt de ce film, c'est pas qu'il y a que de la 3D, c'est qu'il y a les deux mélangés et qu'on sait jamais quand c'est de la 3D. Enfin, aujourd'hui, on le sait à peu près, on a l'œil, mais... Quand c'est des maquettes. Ou quand c'est des maquettes. Et c'était ça qui faisait la qualité. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de critiques aujourd'hui sur arrêter de faire des films qu'en 3D, on veut des maquettes, on veut des machins, parce que ça ajoute quand même du dur. Et enfin, pour finir un petit peu sur ILM, les effets spéciaux, c'est un peu comme le dessin. C'est-à-dire qu'au début, on apprend à faire des personnages, des trucs très caricaturaux, par exemple un T-Rex ou un robot en métal. Mais c'est pas avec ça qu'on apprend vraiment à dessiner. C'est quand on rentre dans le détail, dans les détails des paysages, des objets, etc. Et c'est pareil pour les effets spéciaux, puisqu'aujourd'hui, les effets spéciaux, ils sont tellement subtils qu'on ne les voit plus. Alors là, je vous parle pas d'un Transformers avec des robots géants, etc. Je vous parle de tous les films que vous voyez contiennent des effets spéciaux. Ça date à peu près de Forrest Gump, notamment. Dans Forrest Gump, il n'y a pas de T-Rex, il n'y a pas de robot géant. Par contre, il y a Tom Hanks qui serre la main de Kennedy. C'est ça, et ça m'a troué, parce que même, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça. C'est oufissime, c'est tellement bien fait. Oui, mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'effets de ce genre dans Forrest Gump. Oui, il combat Mohamed Ali aussi, je crois. Si je dis pas de bêtises, ou un truc comme ça, mais il m'a troué le cul, ce film. Je l'ai vu pour la première fois. Non mais c'est vrai. Moi je vois les mots de façon très littérale. Oui, donc, moi aussi, cette expression, toi aussi, ça te fait ça. Ouais, du coup tu visualises des choses Avant, cool. j'allais pas aux toilettes. Tu me transmets ton ambition, mais ça me fait un peu mal pour toi. Non, franchement, il est vraiment super bien fait. Et... Bah c'est pas le seul. La plupart des films aujourd'hui sont retouchés. En fait, on est sur de la correction d'erreurs, ce qu'on appelle aujourd'hui, on verra ça en post-prod, ce qui est une expression qui n'existait pas à l'époque, puisque faire un plan d'effets spéciaux coûte extrêmement cher. Aujourd'hui, ça coûte moins cher de retoucher un plan en post-prod que de le tourner proprement. On rajoute un tatouage. J'ai une question. On a parlé de tout un tas de films qui évoquent notre enfance, notre jeunesse. Gremlins, ça a été fait comment? Gremlins, c'était des marionnettes, la plupart du temps. Je suis archi déçu. Celle qui explose dans le micro-ondes, c'est une marionnette? Oui, tout à fait. C'est la pire scène de mon enfance. Et un des meilleurs films de ton enfance, j'en suis sûr. Oh, sans doute. Fantastic Mr. Fox, qui a été fait aussi avec des marionnettes. Voilà. C'est vrai. Par exemple. Est-ce que vous voulez qu'on continue de citer tous les films qui sont pas dans le sujet? Marionnettes, merci. Et donc, surtout les films de David Fincher, on y fait souvent référence quand on parle de ces effets spéciaux invisibles, quand on parle de Fight Club, notamment surtout de Zodiac ou The Social Network. Tous les films de David Fincher sont blindés chaque plan de correction numérique qui ne se voit pas forcément. Mais regardez un making-of un jour d'un film de David Fincher, notamment celui de Zodiac, est particulièrement impressionnant. Parce que vous voyez le film, vous dites, il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux, vous voyez le making-of, vous faites, putain, il n'y a pas un plan. Le Social Network, il y a quoi comme effet? C'est le il y a partout. C'est le Photoshop de la photographie, en fait. C'est que t'as une image qui est certes ce qu'elle est, mais tu vas la corriger, la machin et tout, c'est ce que t'entends, non? Tu me posais la question, dans Social Network, il n'y a pas d'effets spéciaux. Le principe de Social Network, c'est le procès de Mark Zuckerberg contre les jumeaux Winklevoss. C'était pas des vrais jumeaux. Pas des jumeaux, c'était deux acteurs différents qu'on a transformés en jumeaux par la suite. C'est un exemple parmi d'autres. Ok. Et voilà, en gros, le futur des effets spéciaux, enfin la manière dont on voit les effets spéciaux aujourd'hui, c'est de se faire duper en gros 24 fois par seconde et de manière permanente. Et c'est pas de se dire waouh, cet effet il est extrêmement réussi, c'est plutôt de ne pas le voir. C'est ça le succès d'un effet. Ouais, c'est vrai. Et peut-être que je reviendrai un peu une autre fois plus en détail sur des méthodes en particulier, mais en gros, c'est super intéressant. C'était à peu près toute l'histoire d'ILM en très très raccourci. Je vais pas vous le cacher parce que j'ai lu 3 pavés de. Non, mais ça nous donne grave sur envie. Twitter. Enfin, si t'as des reportages ou des bouquins pas trop indigestes à nous conseiller un jour là-dessus, n'hésite pas à dire. Ça peut se trouver très très facilement, bien sûr. Bah, franchement, avec grand plaisir. Mais le plus intéressant, c'est toujours les making-of de films, en fait. Bien sûr. En matière d'effets spéciaux. Bien à vous. Merci. Moi, j'ai une petite question. Je t'écoute. L'écran vert. Oui. C'est eux aussi ou non, ça vient d'où? En fait, alors l'écran vert c'est très très récent en fait. On l'utilise à cause du numérique parce que les capteurs des caméras numériques sont plus sensibles au vert. À l'époque, on utilisait du bleu parce que ça marchait mieux. Et en fait, non, ça date de Georges Méliès justement, c'est très très ancien. C'est-à-dire, on filmait sur une couleur unie parce que très ancien ou très récent alors. Très ancien. La technique est très ancienne. Le fond vert. Mais l'utilisation la technique globale d'un fond uni pour supprimer la couleur en gros est très très ancienne. D'accord, ok.
Et je tiens à dire que déjà c'était vachement cool, et surtout que tu penses que ça ne nous sert pas ce que tu dis, mais au contraire, parce que récemment j'ai dû faire un tournage et j'ai pu demander des fraîches pour le tournage. Pour rappel, les batteries fraîches. Ah, les froides, ouais. Les fraîches, c'était bien. Wow. Bien vu. J'ai fait un effort. Mais comme quoi, on t'écoute et ça nous sert dans la vie de tous les jours, donc. Ça me fait plaisir alors. Continue grave et moi qui ai une cultiver. culture cinématographique dramatique, ça me donne envie de regarder des films. Donc non, c'est cool. Allez, je te remercie encore. Prends la main, va. Putain, j'ai pu mentionner Dark Crystal, quoi. Prendre ta douleur. La douleur m'a fait dire des choses affreusement grossières que je ne pensais pas, ça va sans dire. Un homme qui a appris à ignorer toutes les souffrances. On la porte, bordel! Bah alors, c'est quoi cette violence gratos? Franchement, c'est jingle. Pardon, c'était un petit peu violent sur la fin. Bah ouais, j'ai voulu mélanger douleur et porte, puisque je vais vous parler du gate control, comme je vous l'ai dit. Autrement appelé en français la théorie du portillon. C'est un peu moins classe. Ouais. Voilà. Donc, alors ça, je vous en parlerai après. Là, je vais faire un petit avant-propos. Donc, on va parler d'une des théories de la douleur. Et vers la fin, d'une petite théorie personnelle que je vous exposerai. Donc, déjà, pour commencer par la douleur, qu'est-ce que la douleur, selon vous? c'est un signal qui est envoyé à ton cerveau lorsque tu ressens une douleur pour te dire attention, tu es en danger et si tu... Ouais, il y a quelque chose. C'est intéressant. Donc c'est ça, globalement, c'est un sentiment négatif qui va survenir le plus souvent après une blessure physique, pas seulement. Et donc, en fait, pour revenir d'un point de vue plus, on va dire plus bas niveau, la blessure va déclencher une réaction chimique qui va transmettre un message de douleur. Oui, Camille, dis-moi tout. Pas tout le temps. Elle a beaucoup de questions, cette fille, aujourd'hui. Expose. Ouais, aujourd'hui, développe. je suis à fond. Alors, je me rappelle que quand j'étais au hand en 4e, il y a... Non. Au lycée Pergo. Non, même pas. Au collège Jean Bosco à Orchambaine, que je salue. C'est question Non, mais il y a un élève, il a mal réceptionné la balle, il s'est retourné le doigt. Et il a pas eu mal. Et il a eu... Donc tu comptes en parler de ça ou pas? Alors, parce que moi, j'ai trouvé ça hallucinant. Je cite ma phrase, sentiment négatif qui survient le plus souvent après une blessure physique. Mais c'est un sentiment, la douleur. Ouais, il y a de ça. Souvent. T'es censé avoir mal. C'est une sensation ou c'est un sentiment? Il y a des deux. Alors justement, je vais en parler. Je vais pas parler de toutes les composantes de la douleur parce que le principe, le sujet, c'est toujours le gate control, mais je devais pas. Pour simplifier, je dirais que si le message est trop violent, le message est confus et du coup, il est pas interprété. Bon, je peux faire le sujet, oui, ou vous voulez le faire à ma place? Ça va, non? Moi, j'ai posé une question, j'ai pas refait le sujet, merde. Mais j'ai dit que j'allais pas en parler, mais un tout petit peu, mais pas l'expliciter. Alors pour revenir sur ce que disait Victoire, effectivement, sentiments, sensations, etc. Moi, je m'intéressais à deux des composantes de la douleur. La composante sensorielle. Donc je vous rappelle que on a discuté, pendant la saison 1, j'avais fait un sujet sur les 5 sens, qui n'en étaient pas que 5 effectivement, puisqu'il y avait un autre sens qui était la nociception, donc le fait de capter la douleur. Et donc on capte un message qu'on est capable d'interpréter, potentiellement de localiser. Vous pouvez savoir où vous avez mal et d'estimer. Donc à quelle intensité? Est-ce que j'ai très mal au petit doigt? Est-ce que j'ai un peu mal à l'épaule, etc. Mais ça m'est jamais arrivé, mais à l'hôpital, je crois qu'il donne il te demande une échelle, non? Ouais, tu peux justement. Voilà. Ouais, il demande apparemment. Et ça, c'est vraiment sur le principe un indice, de sens. Voilà, c'est vraiment le principe de sens, c'est que tu reçois une information, mais tu peux l'évaluer et la comprendre. D'accord. Donc tu sais si t'as beaucoup mal, pas beaucoup mal. Tu sais si t'as, bref, plein de choses. Bref. Tu as vu le principe. Oui. Il y a une autre composante qui est la composante affectivo-émotionnelle. Donc quand on a mal, on a souvent des sentiments négatifs qui accompagnent la douleur, tristesse, colère, etc. Quand tu t'exploses le petit doigt dans la table, t'as pas juste mal en mode ouïouïouï, t'es ultra vénère ta race, quoi. Putain. Voilà, c'est le principe. Et tu te refais mal parce que tu tapes dans un truc derrière. Voilà. Donc avec toute douleur, il peut y avoir des sentiments négatifs qui sont associés et qui peuvent aller très loin jusqu'à la dépression ou sentiments dépressifs. Mais t'as pas juste une douleur, genre tiens j'ai un peu mal à l'épaule. Typiquement, je sais pas, quand je fais du sport et que je me froisse un peu un muscle ou un truc comme ça me rend pas triste. Je sens juste mon muscle et c'est tout. Parfois, quand je me fais mal, un coup sec ou un truc, une douleur un peu aiguë, effectivement, ça peut m'énerver un petit peu. Voilà. Donc, il y a deux composantes majeures sur lesquelles je vais m'appuyer personnellement. Et il y a surtout un truc que je trouve intéressant, c'est que qu'il y ait blessure ou non, parce que là on parlait de blessure physique, mais qu'il y ait blessure ou non, le fait que la douleur soit ressentie suffit à justifier de son existence tout simplement. Donc si la douleur est ressentie, c'est qu'il y a une réaction chimique et donc que quelque chose se passe dans le corps. Qu'il y ait vraiment une blessure ou pas, c'est pas important. C'est ce que ressent la personne qui va
qui va permettre de définir si elle souffre ou non. Donc là, c'est justement ce qui va permettre nous permettre de cadrer le fait que la douleur, c'est de l'information. Basta. Ouais. C'est juste un message qui transite et qui peut faire péter un câble, mais voilà, ça transite. Du coup, on va parler de la transmission de cette information et donc un petit peu du système nerveux. Dis-moi. Je suis vraiment désolée de t'interrompre. Mais non, mais j'ai une question. Pose des questions. Donc la douleur, c'est un message. Ouais. Ok. Mais tu sais, par exemple, il y a des douleurs qui sont super violentes pour des trucs archi inoffensifs. Genre quand tu te coupes le bout du doigt avec une feuille de papier. C'est un détail qui me vient comme ça fait archi mal sur le coup. Bah, ça dépend. Et pourtant... Archi mal, non. Ah si, c'est super douloureux quand tu c'est une douleur super aiguë. Ouais. C'est aigu, mais voilà. c'est pas intense comme douleur. Non, mais quand c'est aigu, c'est pas profond. Quand c'est aigu, c'est super désagréable. Oui, mais pourtant c'est rien de grave quoi. Tu t'es juste enfin c'est pas profond, c'est pas, tu vois ce que je veux Là dire. justement, j'ai pas fait le rapport. Alors justement, j'ai pas fait un truc précis sur la douleur, mais je peux y répondre rapidement. C'est pas ça dépend pas forcément du degré de dangerosité. D'accord, ça veut pas forcément dire plus t'as mal, plus c'est grave. Non, pas forcément, parce que déjà ça dépend de l'implantation nerveuse, etc. Mais le corps est bien fait et fait en sorte que tu sois bien, on va dire bien alerté autour des zones où c'est dangereux. Donc globalement autour de ton cœur, niveau nerveux, ça va, c'est quand même bien foutu. Ouais. Sur ton talon, y a pas des masses de trucs quoi. Ouais. Voilà, à part pour Achille qui s'est un peu fait éclater, mais. Ouais, ça, non mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des zones qui sont plus sensibles que d'autres à la douleur comme aux sensations. Au bout du coude. Qui est insensible. Ouais. Voilà. On a une zone dans le corps où il n'y a pas de nocicepteurs, c'est ça? Ça, je ne saurais te dire, mais en tout cas, les récepteurs vont être répartis différemment. Donc, effectivement, c'est pas le fait que t'aies plus ou moins mal qui va forcément parler. Ok, donc il y a la Victoire qui est en train de tâter le coude de Camille. Mais c'est vrai que c'est insensible, dis donc. Oui. Non, mais j'avais jamais remarqué. C'est fou. Voilà, bref, allez, continuez. On apprend des choses folles. Juan, coupe son micro, s'il te plaît. Donc, parlons donc. Mais non, mais poser des questions, c'est très bien. Mais donc là, je vais parler du système nerveux et de la transmission de l'information. Donc pour ça, les acteurs les plus connus, vous les connaissez. Attention pour transmission de la douleur, les nerfs, la moelle épinière et le cerveau, forcément. On parlait tout à l'heure de la nociception, donc c'est le sens de perception de la douleur. Et comme pour d'autres sens, chacun a une sensibilité différente, un seuil différent qui lui permet de capter la douleur et qui dépend de la physiologie, du contexte, donc de l'attention, de l'adrénaline. Donc tu parlais tout à l'heure du fait que parfois on sent pas la douleur, etc. Ça peut dépendre de ça. Il peut y avoir une information mais qui va être occultée parce qu'il se passe d'autres choses, parce que t'as une décharge d'adrénaline. Ouais. Faut voir ça vraiment comme une réaction chimique, sauf que s'il y a d'autres trucs qui rentrent en jeu, voilà, il peut y avoir un choix qui est fait ou une inhibition. Et justement, petit à petit, on va parler de ces inhibitions et de ces réactions chimiques. On a parlé donc du sens et du seuil qui permet de capter l'information, comme pour l'ouïe, quand on entend un truc, si c'est trop bas on l'entend pas, si c'est à un certain niveau on l'entend. Donc ce qui est aussi intéressant, comme pour ce que je disais tout à l'heure, pardon, je ne retrouve plus. Oui, le fait qu'il y ait blessure ou non, la douleur seule justifie son existence en fait. Là pareil pour le seuil en fait, c'est intéressant parce que pour ressentir une douleur, faut soit que le message dépasse le seuil ou que le seuil soit abaissé. Donc s'il y a une maladie, un état de choc, une déficience, si ton seuil est abaissé, tu peux avoir une hypersensibilité et ressentir une douleur soit plus rapidement, soit pour rien en fait. Donc il y a des gens qui sont hypersensibles et qui vont ressentir des choses, des contacts. Le côté par exemple psychosomatique, tu l'inclurais là-dedans? Non, pas forcément. Non. Alors ça peut, mais pas forcément. Ça peut simplement être justement un état de choc ou une maladie qui fait que tu vas avoir une hypersensibilité tactile et ressentir le moindre bruissement, ou bien ça peut être aussi de la chaleur, d'autres choses. Et ça peut être vite un enfer parce que là, genre tu vois, on sent pas le poids de nos vêtements parce qu'on s'y est habitué, parce que machin. Et t'as des états qui peuvent faire en sorte que le moindre contact te fait péter un câble. Ouais, mais je crois que t'as certaines nanas aussi à la chimio nanas ou même mecs qui supportent pas la chaleur. La chaleur est décuplée. Ce genre de choses quoi du coup. Okay. Exactement. Donc pour l'information, on a parlé aussi, il y a de la localisation et l'intensité de la douleur, et cette information, elle va être transmise donc dans le système nerveux grâce aux fibres nerveuses. Alors là, c'est important, on va différencier trois, mais donc deux, on va dire groupements de fibres nerveuses, les fibres A delta et les fibres C. Donc elles permettent de transmettre la douleur. Je globalise, elles permettent de transmettre d'autres choses aussi, mais là on va parler vraiment de la douleur et du toucher pour le guide contrôle. Donc elles permettent de transmettre la douleur, ces fibres, mais la vitesse de transmission est assez lente. Et les fibres A-bêta,
elles permettent de transmettre, on va dire, les informations tactiles, donc le toucher. Et là, en l'occurrence, la transmission est rapide. Donc il y a plein d'autres fibres et je vous encourage à vous y intéresser parce qu'on comprend plein de choses sur le corps humain avec ça. Donc là, vous comprenez qu'il y a plusieurs types de fibres, qu'elles transmettent des informations différentes et à des vitesses différentes. C'est là qu'on attaque le gate control. Donc le gate control, c'est un portillon de contrôle en français. C'est vachement moins classe, mais faisons comme ça. C'est une théorie qui a été publiée en 1965 par Ronald Melzack et Patrick Wall, qui sont respectivement psychologues et neuroscientifiques. Et c'est une des théories de la douleur. Quand j'ai une des théories, c'est pas qu'il y en a plusieurs et qu'il y en a une qui est la vraie et on sait pas c'est laquelle. C'est que c'est des théories qui servent à modéliser le fonctionnement de la douleur. Donc elles ont chacune leur domaine et pour l'instant, c'est une théorie, on verra si ça correspond. Comme le test de QI. Pas du tout. Si, il y avait différents tests de... Oui, mais c'est pas des théories. Oui, c'est mais... juste des modèles. C'est que c'est différent. Oui, alors, oui, c'est un modèle, certes. C'est des modèles, mais là, en l'occurrence, ça traite de sujets différents. Je quitte ce podcast. Non, mais désolé. Donc c'est une théorie, et c'est une théorie qui parle d'un mécanisme de régulation et de protection. C'est-à-dire que s'il y a un stimulus qui va partir d'une zone lésée, donc avec une blessure potentiellement, pour se diriger vers le cerveau. Et c'est là qu'intervient le gate control, c'est que ça va être un mécanisme de filtrage du message. Pourquoi cela, à votre avis? Alors là... je dirais que ça dépend des circonstances, peut-être. Ouais, mais pourquoi on voudrait filtrer ce message de douleur? Justement, pour qu'il ne nous affecte pas à un moment inopportun. C'est exactement ça. Si tu fais piquer par une guêpe alors que t'es en train de marcher sur une corde au-dessus du vide. Par exemple. C'est pas le premier exemple que j'ai trouvé, mais par exemple. Moi, j'ai ce genre de problème dans ma vie de tous les jours, donc je préfère... Donc c'est potentiellement pour ne pas surcharger le système nerveux par la douleur s'il est trop intense, et pour ne pas risquer de ne plus capter les autres messages. Parce qu'on a vu qu'il y avait plusieurs fibres nerveuses, on a vu que le système nerveux, en tout cas les grands acteurs auxquels on va s'intéresser, c'est donc les nerfs, la moelle épinière et le cerveau. Sauf que s'il y a que la douleur qui prend tous les canaux et qui envoie toute l'information, on va perdre la proprioception, donc la position des membres, on va perdre le toucher, donc on va plus savoir ce qu'on touche, ce qui nous touche, etc. Donc pour le corps, ça va être un enfer fini. Donc tu veux dire qu'inconsciemment, ton adrénaline, ton stress, ta pression peut faire que tu ne prends plus en compte la douleur? Que tu l'as réduit en tout cas. Oui, enfin voilà. En tout cas que tu n'es plus omnubilé par X ou Y douleur. Alors oui, sachant que le gate control est pas basé sur l'adrénaline, je vais l'expliquer plus précisément, mais oui, il y a des mécanismes d'inhibition qui permettent de réduire ça pour être, justement pour pouvoir gérer les informations plus sereinement en fait. Okay. Le gate control, le fonctionnement est assez simple, c'est un principe de portillon. Ah, comme sa traduction l'explique assez bien. Ce portillon, il fonctionne comment? Il y a un neurone inhibiteur et le schéma est ultra simple. Il y a deux messages entrants. On va prendre un schéma basique avec un message qui va être de la douleur et un message qui va être du toucher, donc tactile. Une inhibition avec notre fameux neurone inhibiteur et un message sortant. Donc à partir de deux messages et une inhibition, on fait un message sortant. Est-ce que vous voyez le principe? Oui, voilà. Très bien. Comme la douleur est transmise plus lentement que le toucher, donc avec les fibres A delta et fibres C qui sont plus lentes que les fibres A bêta, pardon. Si on ajoute une sensation tactile sur une zone douloureuse, celle-ci va pouvoir réduire l'intensité de la douleur en ajoutant son message au portillon, et ce qui va déclencher une inhibition de la douleur. Donc si j'ai une douleur sur le bras gauche et que je me mets à toucher le bras gauche, ça va rajouter un message nerveux qui va arriver plus vite et qui va pas se faire dégager par l'autre. Et en fait, le portillon, ce qu'il va faire avec le neurone inhibiteur, va dire bon là j'ai beaucoup d'informations qui arrivent, je vais réduire les deux et je vais laisser passer les deux. En réduisant les deux, ça réduit aussi la douleur. Donc au final c'est quand même assez puissant. Le message sortant est donc un mélange des deux. J'ai les deux informations, mais il y en a pas une qui a occulté l'autre. C'est pas non plus magique. Genre si on se coupe le bras et que tu frottes le moignon, tu vois, ça règle pas tous les problèmes quoi. Mais c'est intéressant parce que sans le mécanisme de gate control, dès qu'on se ferait mal, en fait, on capterait plus rien. Donc ça serait le bordel. Même s'il y a d'autres mécanismes qui rentrent en jeu. Un des exemples les plus connus que vous avez pu voir potentiellement pendant ces derniers mois, vous pourrez peut-être le citer, c'est pour des sportifs. Non. Avec une bombe. Oui. La bombe de froid. Oui. À chaque fois que dans les foot, ils se blessent, c'est ce que j'allais dire. Au foot, j'ai déjà vu, ils pchitent le muscle du basket. monsieur. En 98, ils ont bombé les fesses de Barthez.
Voilà, c'est vrai. C'est marqué ça. Oui. Mais dans plein de matchs en fait, et cette bombe de froid, elle sert pas à cryogéniser le cul de Barthez ou ton cul devient hibernatus quoi. ou à soigner les mecs. Ça ne soigne absolument pas. Tout ce que ça sert à faire, ça masquer la douleur. Ouais, pour que tu tiennes pendant encore 30 minutes. Exactement. Quoi, Par contre, quand le match est fini, ils vont pas lui mettre de la bombe machin. Le but c'est de le soigner après. Donc c'est quand le mec doit rejouer ou bien pour éviter de le faire trop souffrir, un coup de bombe. C'est comme quand t'as pris un guronzon quoi. Tant que l'effet est là, c'est cool. Et une fois que ça s'arrête. Bisous magique de ta mère quand t'étais petit quoi. Eh bien ça arrive à ma conclusion magnifique. Je peux faire une virgule en ta conclusion, mais c'est aussi un effet qu'on va rencontrer avec pas mal de drogues, notamment la cocaïne par exemple, va avoir des effets inhibiteurs où une personne sous cocaïne va pouvoir foutre un coup de poing dans un mur et ne se rendre compte de la douleur que 3 jours après quoi. Alors je ne sais pas si c'est du gate control ou pas. C'est de la gestion de la douleur certes, mais je sais pas si les récepteurs de la douleur seront pas inhibés ou j'ai pas cherché donc je ne saurais vous dire. Mais ma petite conclusion que j'aime bien et je me suis presque fact-checké par mes potes médecins ce week-end, donc non, il n'y a pas eu de recherche là-dessus pour l'instant. Mais donc le bisou magique, est-ce que ça serait pour moi le bisou magique, est-ce que ce serait pas du gate control justement? Le bisou magique, est-ce que ce serait pas autre chose que de la magie? Parce que le fait que ta maman te fasse un bisou sur l'épaule quand tu t'es fait mal quand t'es petit, tout va mieux, etc. Non, c'est magique. C'est beau quoi. Mais justement, non, c'est pas magique. seulement. Si on reprend la définition initiale de la douleur, en tout cas pas la définition, mais 2 des composantes de la douleur. Composante affective, on donne de l'attention et de la tendresse à la personne. Donc le fait que tu sois triste ou énervé parce que tu t'es blessé, ça va être réduit par cette tendresse et cette affection. La composante sensorielle, stimulation tactile, t'as un bisou. Et donc, est-ce que ça serait pas du gate control, tout simplement? Donc, est-ce que ça serait pas autre chose que du magique et vraiment un effet, genre, ta maman fait de la biologie sur toi, quoi, tout simplement. Voilà. Donc, il n'y a pas d'études scientifiques sur le sujet à ma connaissance pour l'instant, mais peut-être que ça viendra un jour. Sur le papier, ça fait sens. Voilà. Alors, merci. Merci à vous. Et je tiens à vous dire que j'ai passé donc les quelques derniers jours avec une bande de médecins qui m'ont proposé de faire des recherches sur les sites de publications médicales pour faire ce sujet. Et ils t'ont fait des bisous magiques? Non, c'était l'enfer. C'était des trucs énormes, super longs en anglais. Enfin, j'ai appris énormément de choses, c'était cool. Mais putain de Dieu, c'est compliqué. Bien. Mais c'était très cool et ils m'ont beaucoup aidé. Ceci va mettre fin à cet épisode. Déjà. Oui, ça passe vite, vite que voulez-vous. Ça fait 2 heures quand même. Était fort agréable en votre présence. On remercie encore Victoire d'être venue. Absolument. Oui, merci de m'avoir invité. Vraiment, je suis très heureuse. C'est super intéressant. Reclapping. Ça c'est pour toi, Chaussette. Non, c'était vraiment, en plus, vraiment, on a appris plein de choses. Je pensais pas apprendre autant de choses sur l'élevage de chiens. Carrément. C'est vrai. Sur les communautés aussi, je me dis pourquoi pas, quelques mois. Et je suis bien content de pas avoir fait le sujet. C'est très intéressant les communautés. Hein. Carrément. Donc on vous le conseille. Potentiellement à te contacter peut-être si on a des questions sur les communautés. Oui, Tu bien m'as dit sûr. que t'avais un fort. Moi j'adore. C'est vraiment un sujet qui me passionne et j'espère pouvoir travailler là-dessus un jour. Mais voilà, en attendant, il faut écouter les couilles sur la table. Oui, alors c'est ce que j'allais dire. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc on a les couilles sur la table sur iTunes. Enfin iTunes et toutes les plateformes de podcast. Toutes les plateformes de podcast. Si vous tapez les couilles sur la table, vous pouvez écouter le podcast Les couilles sur la table, mais vous allez forcément, je l'espère, apprendre des choses sur ces créatures qui nous entourent. Ça a été notre cas. Les hommes. Même nous. Les hommes, on apprend beaucoup de choses en écoutant les couilles sur la table. Ah oui, mais clairement, moi j'en écoutais pas mal. Et oui, forcément, c'est des trucs dont j'ai entendu parler nulle part. Donc c'est vachement bien, on vous le conseille. Où est-ce qu'on peut te retrouver toi personnellement? Est-ce que tu as un compte Twitter? Mon Twitter name c'est Vtuaillon. Donc mon nom de famille étant Tuaillon. Ce qui pour la petite histoire veut dire écarisseur en patois franc-comtois. Oh! Sérieux? Donc j'ai beaucoup pensé à tous mes ancêtres. Je te verrai plus jamais pareil. Merci de vous. Tandis que j'écarissais des chevreaux. Finalement, je pensais à tous mes ancêtres les Tuaillons qui. Oh là là. Est-ce que tu as une réflexion sur la destinée, la prédestination? Oui. Voilà, écoute, on vous encourage à la suivre, à lui donner 5 étoiles aussi parce qu'elle le mérite. Oui. Et puis, écoutez, à lui envoyer des messages si vous avez des questions parce que. Ouais, je réponds toujours. Je mets plusieurs jours, mais semaines. Mais je réponds. C'est vrai. C'est vrai, et puis très sympathique si vous la croisez sur un événement poudresque ou bingesque ou papa manonesque. On va chercher un autre adjectif une fois. Mais voilà, on s'est rencontrés en événement podcastique et c'était très agréable. Sur ce, on va vous remercier pour... Juan te dit ta gueule en gros. On vous remercie pour le fait d'avoir dépassé les 100 sur iTunes. Merci. Prenez soin les uns des autres.